Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle d'univers urbain, de commencer la photo très jeune, d'école de photo, de ne pas faire comme tout le monde, d'apprendre de ses erreurs, de ne pas avoir de plan B, de s'imposer des contraintes, de prendre moins de photos, de pauses longues et de patience, de prendre son temps, de repérage et de bien préparer le terrain, de voir les planches contact, de noir et blanc, de la lumière d'après la pluie. Mais surtout, on parle de l'instant décisif qui n'arrive jamais, sauf quand il arrive parfois. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Bertrand Bernager. Alors toi, tu es entre les deux teams. Tu danses pas, mais tu bouges la tête. Ouais, petit rythme pour se mettre dans l'ambiance. Exactement. C'est bien pour débuter. C'est fait pour lancer un petit peu l'épisode. Bonjour Bertrand, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Julien, merci beaucoup de m'avoir proposé cette opportunité. C'est un vrai plaisir. Tu connais la première question, c'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, il y a Steve Jobs qui rentre juste derrière toi, il te regarde, il te dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, bonjour Steve Jobs, déjà RIP, parce que c'est quand même un gars qui a apporté énormément à la culture et à la technologie. Ça fait 11 ans moi, qu'il est mort. Ouais. Donc moi c'est Bertrand Bernager, j'ai 21 ans et je suis un photographe basé à Paris avec un univers urbain. Ça, j'ai toujours vécu en ville et j'ai toujours eu un travail autour donc de l'architecture, de la photo de rue, et notamment de la relation et de la place de l'homme dans la ville. Donc, un travail qui tourne autour de l'urbain. Jusqu'en juin 2021, j'étais en école de photo. J'étais en bachelor photographie que j'ai fait directement en post-bac. Et maintenant, depuis bientôt 1 an, je suis en photographe indépendant à plein temps, dans différents domaines à la fois donc liés à mon activité principale qui est la photo urbaine, et également dans d'autres activités parallèles. Et j'ai notamment également la chance d'être depuis maintenant 4 ans et demi ambassadeur pour la marque Sony. T'as découvert la photo très tôt. Alors t'as dit t'as 21 ans, t'as découvert la photo très tôt. T'as presque fait de la photo aussi longtemps que moi, qui est le double de ton âge. T'as découvert la photo à 14 ans au Japon. Ta passion pour la photo. Même un peu avant. En réalité, je pense que mes premières photos, ça date de 2011. Et je me rappelle à l'époque, mon père m'avait acheté un petit appareil compact. Ouais. C'était déjà un appareil Sony. C'est-à-dire, j'ai toujours eu des appareils de la marque Sony. C'était un petit compact, un petit HX20. Et ça devait être en 2012. Je me rappelle, c'était pendant les Jeux Olympiques à Londres. On était à Londres pour voir les JO et j'avais jamais pris de photos. Mais comme dans ma famille, on a un peu une tradition de photographie, c'est-à-dire que ma grand-mère était photographe dans les années 50. Mon oncle Élie Bernager est photographe pro depuis maintenant plus de 45 ans. Donc dans la famille, à chaque génération, on se passe le flambeau. Et donc depuis tout petit, j'étais habitué, notamment à la maison de campagne, à voir les albums de famille, à voir les photos de ma grand-mère et de mon oncle. Donc depuis tout petit, j'ai été baigné dans la culture de l'image. Et donc vers 11-12 ans, d'abord notamment via le club photo de mon collège, j'ai commencé un peu à tâtonner l'image. Donc vers 11-12 ans. Mais c'est effectivement réellement à partir de 14 ans, en avril 2014, où je pense comme tout fan de manga et de culture japonaise quand on est ado, le Japon, c'est le rêve ultime. Ouais. Et donc j'arrive au Japon le jour de mon anniversaire, ambiance complètement extraordinaire. Et le déclic est venu de là. C'est-à-dire qu'on avait fait un road trip de 2 semaines dans un petit van. Et on avait fait ce qu'on appelle la route de Tokaido. La route de Tokaido, c'est une route qui va de Tokyo à Osaka et qui longe les côtes et qui passe par les montagnes. Et c'est juste magique que tu vois à la fois les grandes villes et la nature sauvage. Et vraiment, c'est juste magique. Et j'avais mon petit compact Sony. Et pour la première fois, j'ai pris conscience que la photo n'était pas uniquement un moyen de documenter ses vacances et de faire un peu des photos de touristes pour avoir des souvenirs. C'était aussi une manière de donner son regard sur l'environnement qui nous entoure et de vraiment donner ma perception des choses. Et c'était vraiment des décors tellement atypiques, tellement dépaysants et presque sortis de décors de film que j'ai vraiment eu ce coup de foudre pour la photographie en 2014. Non mais le Japon pour ça c'est extraordinaire parce qu'en fait t'as tout dans un espace très réduit, t'as en même temps dans la même ville, dans un rayon de 2 km, t'as un parc géant
qui doit être l'équivalent du bois de Vincennes, et une rue hyper moderne avec des buildings, des magasins sur 5 niveaux, 10 niveaux remplis d'informatique. C'est le paradis du geek, vraiment, quoi. Ah, c'est ça, c'est extraordinaire. Et quand on dit que c'est notre planète, moi je trouve que c'est littéralement notre planète parce que les différences culturelles sont tellement immenses par rapport à l'Occident, à la fois dans les publicités, les ambiances sonores, la nourriture, l'architecture, le comportement des gens. Tout est tellement différent de nos traditions qu'on peut avoir en Occident que tu as une forme de dépaysement extrêmement forte. Ouais. Et tout te paraît nouveau, tout te paraît complètement inédit. Et tu as ce côté magique d'une découverte permanente qui est vraiment extraordinaire. Ouais, qu'on n'a plus beaucoup dans le monde aujourd'hui. En fait, maintenant, tu arrives dans n'importe quel pays, tu as McDo, Starbucks et Zara. Bon, il y a aussi beaucoup au Japon. Il y a aussi, il y a aussi, mais au Japon, c'est plus ciblé. Moi, ce qui m'avait choqué au Japon, c'est la différence en termes de nourriture quand tu rentres dans un restaurant où ils font un truc très ciblé, que ça. Tu leur demandes une carafe d'eau, ils te regardent avec des gros yeux en disant quoi ? C'est quoi une carafe d'eau ? Et ils savent. J'ai ce souvenir où ils avaient rien, il y avait de la bière dans le restaurant, il fallait boire de la bière, c'était tout. C'était assez surprenant. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec une collègue qui est à peu près de ma génération, la génération qui a entre 30 et 40-45 ans aujourd'hui. Nous, on a... toute cette génération-là, on est souvent venu à la photo assez tard dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a eu d'autres jobs avant, et on se rendait compte en fait que la nouvelle génération, celle qui a une vingtaine d'années, 20, 25, un petit peu moins de 30 ans aujourd'hui, est arrivée directement à la photo. Il y en a beaucoup en tout cas dans ce cas, avec un autre regard que le nôtre. Est-ce que d'avoir démarré comme ça jeune la photographie, de ne pas avoir forcément connu autre chose professionnellement, tu penses que ça t'a laissé plus de temps et plus de place pour expérimenter, développer ton œil différemment, par toi-même en tout cas ? Alors je pense que c'est à la fois un avantage et entre guillemets une contrainte. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au lycée, on te demande très vite ton parcours, l'orientation. Enfin, les profs quand tu es au lycée, c'est vraiment leur obsession de savoir où est-ce que tu vas aller, Parcoursup et tout. Et comme je voulais pas faire forcément comme tout le monde, et par exemple tous mes amis faisaient quasiment les mêmes écoles et je voyais que tous mes amis remplissaient la même chose, je me suis dit mais je veux pas être dans une case et je voulais pas un peu entre guillemets faire comme la norme et faire ce que mes profs voulaient que je fasse. Et comme la photographie c'était vraiment une obsession au quotidien, je faisais de la photo quasiment tous les jours sur le chemin du lycée. Je prenais des photos. Au début je publiais quasiment tous les jours. Enfin c'était presque entre guillemets une forme de drogue et d'addiction. Ouais. Je me suis dit pourquoi pas tenter le challenge de me lancer à plein temps dans les études dans la photo. C'est-à-dire que j'ai fait le choix entre guillemets risqué directement après le bac de faire une école de photo. C'est-à-dire de rester entièrement dans mon réseau de compétences, c'est-à-dire la photographie, et pas de faire des études parallèles pour avoir un diplôme entre guillemets de sécurité. Ouais. Même si l'école de photo donne un diplôme, mais le diplôme de photographe au final n'a pas réellement de sens. Et quand un client t'appelle, il ne demande pas ton diplôme d'école de photo, il demande ton portfolio. Et je pense que c'est aussi une forme d'avantage. Comme vraiment, je me suis lancé à fond dans la photographie et que je me suis pas laissé de plan B à côté, je suis entre guillemets dans l'obligation que mon plan A, qui est la photographie, fonctionne. Ouais. Vraiment, j'ai dû me donner à fond pour que ça marche. Et je pense que quand tu es à fond dans un objectif, que tu te dis quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de plan B, tu es obligé que ça réussisse. Donc tu dois te démerder au quotidien. Et c'est ce côté un peu débrouille, d'être un peu lâché dans la jungle, un peu du monde, un peu dur parfois du monde du travail, où quand tu es photographe indépendant, tu es ton propre patron et tu es un peu tout seul sur le navire en pleine tempête. Et c'est là que j'aimais bien. Le côté de challenge, de me lancer à fond, directement dans la photo, de pas entre guillemets attendre. Parfois c'est une chose, des fois on me dit mais tu auras le temps. Moi je pars du principe que entre guillemets t'as pas le temps. Il faut faire des choses directement. Il faut vraiment profiter de l'instant et il faut pas remettre au lendemain. Si tu veux faire quelque chose, faut le faire maintenant parce que l'avenir est tellement incertain. Donc je me suis dit allez, faisons la photo directement après le post-bac. Pas faire d'études entre guillemets traditionnelles, faire vraiment ce qui me passionne réellement, ce que j'aime vraiment, et vraiment entre guillemets vraiment tout donner dans la photographie et y croire jusqu'au bout. C'est un truc qu'on voit pas toujours au démarrage d'une carrière, mais qu'on comprend après une dizaine d'années, c'est que ça se construit avec le temps, une carrière de photographe. C'est pas ce que tu viens de faire qui te légitime, c'est tout ce que tu as fait avant en fait. Et les erreurs. Ouais, parce que tu fais forcément des erreurs et les erreurs, tout le monde en fait des erreurs et
le challenge avec une erreur, c'est ensuite d'apprendre de son erreur et pas de la reproduire. Ouais. Que des fois, ça peut être un cercle vicieux dans la photographie. Quand tu es un photographe indépendant, tu dois tout découvrir, à la fois les bons côtés, les mauvais côtés, toute la partie administrative, savoir vendre son travail. Et tu vas forcément faire des erreurs, et donc faut les apprendre, il faut un peu prendre sur soi. C'est aussi pour ça notamment que j'avais fait une école de photo. C'est-à-dire qu'après le bac, beaucoup de gens me disaient, entre guillemets, mais pourquoi tu fais une école de photo? Tu vas perdre ton temps, démarre dans la photo directement, ça sert à rien de faire une école de photo. Et moi, en fait, je voulais vraiment confronter mon travail et mon regard au jugement de l'autre. C'est-à-dire à la fois avoir des professeurs qui me jugent, être avec d'autres camarades de la même génération que moi, qui allaient avoir un avis sur mon travail, et sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire dans l'école de photo, j'ai vraiment fait des domaines que je n'aurais jamais pratiqué à côté. La photo de portrait, la photo de produit, l'argentique, le laboratoire, et plein de domaines où j'ai eu énormément de contraintes. On m'a imposé des projets que je n'aurais jamais eu la motivation de faire par moi-même. Donc l'école de photo m'a vraiment donné des contraintes, m'a vraiment obligé à faire des photos différentes, à avoir un autre regard, à vraiment aussi construire les projets de A à Z, pas juste faire des photos un peu sans réel but, mais vraiment avoir un but, un objectif, un cadre. Et c'est là aussi où l'école de photo m'a apporté un peu les rails pour pouvoir avancer dans la photographie. Ouais. Après, enfin, il y a autant d'avis que de personnes, je pense, mais de toute façon, t'apprends forcément des choses en étant encadré par des gens qui font ce que tu as envie de faire, quoi. Tout à fait. Oui, l'école n'est pas d'obligation. Je pense que il faut absolument pas faire une école de photo pour être photographe. Encore une fois, le diplôme qu'on a à la fin n'a franchement aucun intérêt, vu que c'est pas sur le diplôme qu'on nous juge à la qualité des photos. Et il y a plein de grands photographes qui peuvent faire l'école de photo, et l'école n'est pas une obligation, mais je pense que c'est bien quand on a envie d'être cadré, quand parfois on a un peu l'esprit qui divague. Voilà, parfois c'est bien d'avoir un petit coup de fouet et de faire des photos qu'on n'aime pas forcément faire, de s'obliger à avoir des contraintes, à faire des photos qu'on n'aime pas forcément pour avoir un nouveau regard. Mais finalement, ça te fait gagner du temps, parce que aujourd'hui, tu es capable de raconter une histoire, ce qu'un photographe qui va découvrir la photographie par lui-même va peut-être mettre 10 ans à comprendre, c'est-à-dire travailler en série, raconter quelque chose et pas chercher une photo isolée. Toi, tu l'as de manière pas innée, mais enfin, tu l'as appris assez tôt grâce à ça, justement. Oui, effectivement, avant l'école de photo, je faisais quasiment que des photos individuelles. Je travaillais très peu par série et je pensais pas du tout aux à côté, les à côté qui sont donc le titre d'une série, un texte qui peut accompagner le projet, même la question d'imprimer la photo, de pourquoi pas faire une exposition, un livre, de présenter le projet. Et effectivement, des fois en photo, on pense beaucoup photo individuelle, mais le travail en série est génial parce que moi, dans mon travail, j'adore m'imposer des contraintes. Ouais. Surtout depuis 2-3 ans, j'adore travailler des protocoles très stricts, m'imposer des barrières. Et à première vue, quand on fait des séries photos avec des protocoles très complexes, on pourrait se dire mais ça va freiner ta créativité, tu vas faire des images moins belles, moins créatives, plus simples. Mais le fait d'avoir des contraintes et de se mettre ses propres barrières, nous obliger à tellement nous poser des questions, à tellement réfléchir sur nos images, qu'au final, on va presque parfois être plus créatif que si on part un peu l'esprit libre et qu'on s'impose aucune limite, aucune contrainte. Le fait vraiment d'avoir des zones rouges, pour moi, c'est génial parce que vraiment pouvoir être concentré sur un projet, ne réfléchir qu'au projet, être vraiment dans ma bulle créative, entre guillemets, dans la zone, et vraiment d'être à 100% concentré sur la série, le projet, et pas forcément avoir l'esprit qui divague sur d'autres choses. Donc j'adore travailler avec des contraintes. C'est dans les contraintes qu'on se développe. C'est ce qu'on dit à chaque fois quand on te dit de te prendre une focale fixe et d'essayer de t'y contraindre pendant un temps. Ça t'oblige à bouger, à réfléchir, à faire les choses différemment et justement à être un petit peu plus créatif et à te débrouiller, quoi. Tout à fait. Là, je suis totalement d'accord. La contrainte, se mettre des limites, pour moi, c'est l'un des meilleurs moteurs en photographie, même dans tous les domaines artistiques. Ça peut être aussi bien d'être parfois un peu libre. Il faut toujours avoir ces moments un peu de liberté où on s'évade, parce qu'il faut aussi parfois mettre même la photo de côté et aller voir dans d'autres domaines, notamment le cinéma ou la musique. Mais quand même se fixer un objectif, avoir une série en tête, un titre, un thème, et se dire voilà qu'au bout du tunnel, il y a une lumière qui est le projet photo. On va vraiment être porté par un objectif, parfois qui a une durée des années. Ouais. Moi, j'ai même des projets photos que j'ai commencé il y a 5 ou 6 ans, qui sont toujours en cours. Et au fond de ma tête, j'ai toujours un thème. Et je sais que dans la rue, j'ai un peu le regard qui balaye la rue et qui se dit, voilà, j'ai un thème, un type de photo, j'ai un titre. Il faut que j'arrive à trouver des éléments dans la rue qui sont en rapport.
Et voilà, donc des fois, tu as des projets photos sur le très long terme. Tu vas avoir un fil conducteur qui va te motiver au quotidien pour développer le projet. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'écoutais un podcast il y a pas longtemps de Tim Ferriss. Alors si pour les anglophones, allez écouter Tim Ferriss, c'est extraordinaire. Il a interviewé Arnold Schwarzenegger et il lui demandait justement comment lui avait réussi à pousser aussi fort et à aller à la gym comme ça tous les jours et tout. Et il lui explique à un moment, il dit, moi, à chaque fois que je souffrais sur une répétition pour gonfler les muscles, il disait, je pensais pas à la répétition, je pensais à mon objectif. Et mon objectif, il était loin. Mais chaque souffrance, c'était un pas de plus vers cet objectif. C'est pour ça que c'était pas une souffrance, c'était une joie. Et c'est un peu ce que tu viens de dire, en fait. C'est de savoir où tu vas finalement. C'est pas une contrainte d'aller faire comme on peut avoir, tu vois, des gens qui veulent faire de la street photographie, mais qui, à des jours, t'as pas envie d'y aller. Parce que t'es pas dedans, t'as peur d'affronter les gens, t'as peur de te faire prendre à partie, ce qui arrive, hein. Enfin, je veux dire, même quand t'es rodé à la street photographie, il y a des jours où t'as pas envie d'aller dans un truc en disant, je vais encore avoir un conflit dans la rue. Ouais, c'est sûr. Même le regard, par exemple. Ouais. Le regard des gens qui est dur, notamment à Paris. En particulier en France, où les gens, dès que tu vas avoir un appareil dans la rue, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est bizarre. Et le regard des gens est très dur. Et également, c'est qu'aussi, faut toujours un peu être vigilant. Donc, je peux comprendre cette forme de peur. Mais effectivement, des fois, quand on n'a pas envie, il faut pas y aller. Enfin, faut pas forcément se forcer, entre guillemets. Et la photographie, c'est moins dur quand tu sais où tu vas et ce que tu veux que quand tu y vas comme ça. Enfin, tu vois, tu vas chercher ta photo isolée de street photographie, ton plan génial qui est malheureusement ce que les gens croient de la street photographie, c'est-à-dire que c'est une photo génialissime qui restera dans l'histoire, alors que la réalité, c'est un travail de tous les jours pour raconter. Je pense que les plus grands ont un thème sous-jacent à tout ce qu'ils font en fait, et que du coup ceux qu'on connaît, il reste pas une photo, il en reste quelques-unes quand même, mais du coup voilà, c'est peut-être plus facile quand tu sais ce que tu veux d'aller faire des photos. Tout à fait. C'est vrai que dans la photo de rue aussi, parfois au bout d'un moment, notamment avec le numérique, on va accumuler tellement d'images. Moi, j'en suis arrivé à un point où j'ai des projets photos qui sont en retard de mois, qui traînent sur mon disque dur, et des photos qui sont toujours pas éditées. C'est un gros problème que j'avais de parfois prendre des photos, de rentrer du projet. Et quand c'est des projets perso, donc quand t'as pas la contrainte du client, tu dois envoyer les photos, d'un peu de mettre les photos de côté et dire, bon, je m'en occuperai plus tard, et de pas les éditer. C'est un défaut que c'est de corriger. Par exemple, là, j'étais en Islande, et pour des premières fois vraiment dans mon travail, j'ai publié des photos sur le terrain. Donc en Islande, dans la voiture, quasiment en direct. Après, c'est vraiment d'un peu de me motiver et de publier quasiment en temps réel. Mais effectivement, des fois, on va faire trop de photos. Donc, on trie, des fois, d'essayer de se limiter, comme tu disais, par se mettre des contraintes, par exemple, de focale ou de lieu de thème. Et moi, c'était un point où je prenais tellement de photos que j'en avais marre, que je voyais tellement d'images sur mon ordinateur, j'arrivais plus du tout à prendre le temps d'apprécier mes images et de me reposer dessus. Donc, effectivement, des fois, quand on n'a pas envie, quand on n'a pas le feeling, ne pas y aller. Peut-être privilégier moins de photos, mais entre guillemets, des photos plus réfléchies, c'est-à-dire prendre moins de photos, prendre plus le temps, et de pas forcément penser aux chiffres, ou vraiment faire des photos juste pour faire des photos, mais quand même avoir un sens et essayer de se contrôler dans la pratique. D'accord, une vraie contrainte quoi, dans tous les cas. Si on passe à la partie philosophie photo, d'habitude je pose une question sur les influences, tes influences, mais en fait je vais la poser différemment à partir de maintenant. Si tu offrais un livre à un photographe, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Alors moi, il y a un artiste en particulier que j'adore et qui a notamment également une exposition au musée Mayol actuellement, qui est Steve McCurry. Donc, Steve McCurry, qui est une légende de la photo reportage et qui est un photographe extraordinaire, que moi, au-delà du statut de photographe, pour moi, c'est un aventurier. Et il a un livre qui s'appelle donc Steve McCurry Inédit, les histoires à l'origine des photographies, qui est un livre dans lequel il raconte sur plus de 200 pages, il me semble, les récits derrière ces images les plus iconiques. Et donc, il nous parle de ses différents projets en Afghanistan, durant la guerre du Golfe, toutes ces photos iconiques sur les terrains de guerre. Et il nous parle de comment il est arrivé sur le terrain, comment il a réussi à prendre les photos. Et donc, c'est vraiment le côté Indiana Jones, c'est-à-dire que des fois, il devait se déguiser, il devait camoufler les appareils des véhicules, il devait se faire passer pour un taliban, il devait des fois se camoufler, faire presque de l'espionnage, il avait le côté presque de James Bond. Ouais. Et j'adore dans la photographie à la fois le côté visuel, mais aussi le storytelling des images. D'accord. Et des fois, tu as des photographes qui, quand ils vont te parler de leurs images, entre guillemets, t'es presque plus transporté dans l'environnement que leurs propres photos. Et c'est vraiment cette narration qui est extraordinaire. Et Steve McCurry, c'est un photographe moi, qui m'a toujours impressionné par
la puissance des images et par cette capacité à représenter l'humanité tout entière avec une vision extrêmement forte, directe et impactante. Donc tout ce que tu vois pas dans l'image en fait, qui te permet de comprendre qu'elle s'est pas construite par hasard devant lui. Puis à un moment, il a juste levé l'appareil et elle s'est faite toute seule, quoi. Tout à fait, oui, que des fois, surtout maintenant avec l'ère des smartphones et des réseaux sociaux, on est vraiment dans une ère de la photo instantanée, où la photo on l'a fait au téléphone et elle est quasiment publiée en direct et il y a très peu parfois de travail. C'est-à-dire que le temps de l'image est uniquement le temps de la prise de vue et le temps de la réflexion et du travail de recherche est parfois beaucoup plus court. Enfin, plus on avance dans le temps, plus la tendance est à être court, le travail en amont de l'image. Et oui, effectivement, une photographie, c'est du repérage. Il faut aller sur place. Faut pouvoir avoir une narration. Et c'est vraiment tout ce travail de création de l'image pour réfléchir à l'image, pour arriver à l'image. Pour moi, tout ce voyage qui est encore plus impactant parfois que l'image en elle-même. Ouais, c'est Sam Abell dans un livre photo qui disait une image se présente rarement complète sous tes yeux. Faut le temps de la travailler, faut le temps de la construire. Et je crois que malheureusement, la plupart des gens qui ne sont pas photographes, qui se rêvent photographes, croient qu'une photo, c'est juste lever l'appareil à l'œil, faire une image et paf, elle est parfaite par chance. Alors que c'est un tel travail, parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Sur ta pratique de la photo, alors on a parlé un petit peu de pause longue au début. On a parlé ou pas d'exposition longue? Non, on n'a pas encore évoqué la pause longue, il me semble. On va parler de la photo sur trépied. T'es assez connu pour les pauses longues. T'en parles d'ailleurs dans tes présentations, je crois, chez Sony. Ils en parlent pas mal. Dans ta présentation à toi sur ton site, je crois que tu abordes le sujet. En préparant, on a un petit peu discuté de ça et tu m'as dit que tu en faisais un petit peu moins. Mais je pense que ce que tu n'as pas abandonné de cette partie-là de ta photographie, c'est le trépied et la patience. Et j'aurais bien aimé qu'on en parle un petit peu parce que je pense qu'il y a beaucoup. Moi, je suis pas un partisan du trépied. Je suis un partisan d'avoir l'appareil le plus petit possible à la main. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du trépied, de pourquoi le trépied, parce qu'il y a de moins en moins de photographes, je crois, qui se baladent avec un trépied aujourd'hui pour faire des photos. Qu'est-ce que ça t'apporte et en quoi tu l'utilises en fait? Alors déjà, c'est vrai que je t'avoue, pour l'anecdote, je crois que je travaille quasiment toujours mon trépied. Ouais. Mais les 3/4 du temps, je l'utilise même pas. Ouais. Donc souvent on me dit tiens, je l'ai emmené en balade. C'est-à-dire que quand je fais des photos, quand j'ai mon sac photo, c'est quasiment toujours mon trépied avec moi parce que je me dis pourquoi pas, on sait jamais. Et 90% du temps, j'ai pas faire de photos et les rares fois où je l'aurais pas, c'est là que je voulais faire une photo sans trépied des fois. Ouais. Donc c'est pas d'un côté drôle, mais je l'ai toujours avec moi parce qu'effectivement le travail en pose longue, travailler le mouvement, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. La pose longue, j'ai commencé à en faire assez tôt dans mon travail, à partir de 2015. Et d'ailleurs, c'est toujours au Japon, durant donc un deuxième voyage au Japon, où j'avais tellement été amoureux de ce pays qu'un an et demi après, j'étais revenu uniquement à Tokyo, où j'avais fait 2 semaines à Tokyo, un jour un quartier. À Tokyo, t'as tellement de quartiers, même en 2 semaines, t'as pas le temps de faire tous les quartiers. Un quartier étant l'équivalent d'une ville moyenne française. Hein. C'est ça. C'est assez extraordinaire. Et comme notamment, j'aime beaucoup me balader à pied. Tu vois, je prends les transports en commun, j'aime prendre la voiture. Il y a beaucoup de cette notion dans la photographie de marcher et de voir un regard qui est différent, que tu prends plus le temps. Effectivement, le trépied, moi j'ai toujours adoré travailler les mouvements humains. C'est-à-dire que dans mon travail un peu longue, ce qui m'intéresse avant tout, c'est donc les marées humaines. Et typiquement à Tokyo, il y a donc le fameux carrefour de Shibuya Crossing. Ouais. Je me rappelle ma toute première photo en pose longue. Donc on était en juillet 2015. Quelques heures avant, j'avais acheté dans une boutique photo mon premier filtre ND. Ouais. Que le filtre ND, c'est donc le meilleur ami des photographes en pose longue. Si vous connaissez pas le filtre ND, donc ça veut dire Neutral Density. Et un filtre ND, c'est un filtre qui va donc réduire l'intensité de lumière qui va pénétrer dans l'appareil. Donc on a différentes puissances. Moi, je travaille quasiment toujours au ND1000. ND1000 qui va donc diminuer de 10 diaphragmes l'exposition de la photo. Ouais. Et donc un ND1000 va permettre en plein jour de faire une pose longue d'environ 30 secondes à 100 ISO f11. Et donc j'ai vraiment adoré dès le début travailler le mouvement. Et typiquement à Shibuya Crossing, je m'étais mis en hauteur, je m'étais mis au grand angle. Et on a tellement de milliers de personnes qui traversent en même temps. On a cette marée humaine, donc à l'œil nu, on voit juste des personnes qui traversent, mais quand on fait une photo en pose longue de plusieurs secondes, on va voir comme des sortes de fantômes, comme une sorte de rivières déchaînées, colorées. Traîner, ouais. Et c'est assez extraordinaire. Je me rappelle, il y avait une personne au milieu du passage piéton, qui était en train de faire un selfie,
et durant tout le feu vert, elle est restée immobile à faire sa photo. Et donc j'avais les milliers de personnes qui faisaient cette marée humaine, et j'avais au milieu un petit îlot où tu avais juste une seule personne qui était immobile, et t'as l'impression vraiment qu'il était au milieu d'une rivière en train d'être englouti par les eaux. Et effectivement, donc c'est ce qui a amené ensuite à mon projet de photo de marathon, où donc je prenais en photo, donc je prends toujours d'ailleurs en photo les marathoniens en pose longue, des images entre 5 et 20 secondes, et on va avoir donc ces corps humains qui vont devenir comme quelque chose de liquide, on dirait presque une forme d'arc-en-ciel coloré. J'adore ce travail dans la pose longue, que la pose longue, c'est un phénomène totalement naturel, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et c'est vraiment le côté magique de la photo, c'est que tu révèles quelque chose de naturel, de physique et de mathématique, qui est donc le mouvement humain qui, avec le temps, l'appareil va donc figer cette forme de mouvement sur la durée. Et donc c'est totalement naturel, et en même temps, on ne pourra jamais le voir de nos propres yeux. Et c'est vraiment ce côté magique de la photo, et d'avoir des photos, donc tu vois le marathon de Paris, avec les grandes artères de Paris, notamment donc l'avenue de l'Opéra, les quais de Seine, où tu auras donc les bâtiments complètement fixes, et donc des milliers de personnes qui forment une sorte de marée arc-en-ciel en mouvement. J'adore ce côté magique où tu dirais que c'est complètement irréel. Si on t'explique pas forcément la photo, tu vas dire que c'est du Photoshop et que c'est du montage. Mais en réalité, c'est juste le travail du mouvement, et il y a vraiment ce travail d'attente, vraiment une attente pendant de longues heures où il faut être patient. Et voilà, le travail de l'attente qui est aussi intéressant par rapport à la photo de rue, où des fois, j'ai tendance à vraiment être dans le côté claquement de doigts, instantané, toujours en mouvement. Donc le contraste, d'un côté, mon travail de photo de rue, toujours en mouvement hyper rapide, et la pose longue où tu as vraiment l'éloge de la patience et de l'attente. Il faut prendre son mal en patience. Je vais faire un petit aparté parce que moi, ça me surprend vachement que ce que tu es en train de dire, justement, que quelqu'un qui ait cette patience soit aussi instantané en photo de rue. Alors que moi, justement, la photo de rue, je vais la construire, je vais patienter, je peux patienter longtemps à un endroit. Je l'ai pas toujours fait, mais je le fais maintenant. Et du coup, toi, t'es l'exact opposé, c'est-à-dire t'es aux deux extrêmes. Alors, en vrai, ça dépend, parce que par exemple, si je te parle un peu de mes photos de rue que je préfère, et notamment dans un projet peut-être qu'on va évoquer après, qui s'appelle Face to Face. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'attentes. Ouais. C'est-à-dire que dans mon travail de photo de rue, on va dire que je vais être 50-50 suivant l'ambiance du lieu, suivant l'énergie du lieu, c'est aussi un peu mon feeling. Soit j'ai vraiment dans le côté toujours en mouvement, c'est-à-dire presque pas m'arrêter ou se m'arrêter un pas, prendre la photo et repartir, un peu en mode un ninja qui prend la photo un peu entre guillemets photo volée et partir pour pas que la personne photographiée ne voit. Ou alors vraiment le côté attente, où je vais vraiment faire mon cadre, trouver un lieu avec la bonne compo, sortir la bonne optique, la bonne lumière, parfois me mettre derrière un poteau pour être un peu discret, me fondre dans la foule. Et là où par exemple, je vais pouvoir attendre 20 minutes, une demi-heure, une heure. Et c'est qu'au final, quand j'y réfléchis, je crois que la plupart de mes photos de rue dont je suis vraiment satisfait, c'est des photos liées à une attente. C'est-à-dire que j'aimerais parfois avoir ce pouvoir magique de pouvoir prendre une photo en quelques secondes et que la photo soit bonne directement. Mais souvent, on se rend compte qu'en photo de rue, même si on parle toujours notamment du fameux mythe de l'instant décisif, qui est entre guillemets une forme de mythe un peu quelque chose de sacré. Je crois que c'est le truc le plus dur, le truc le plus terrible qu'on ait pu faire à des générations de photographes, c'est de leur mettre en tête l'instant décisif. C'est ça. Ce qui est mythe, hein, ça arrive, hein, mais c'est rare ici. Mais je pense que finalement, effectivement, la photo de rue, tu vois, même moi, là, j'en parlais tout à l'heure, j'en parle comme chose de très rapide, mais au final, c'est que prendre son temps en photo de rue, ça peut vraiment être gagnant. Tu vois, moi, en général, la photo de rue, je la pratique relativement peu à Paris, je la pratique surtout durant mes reportages à l'étranger. Et quand tu es que quelques jours dans une ville, imaginons par exemple, tu es 3 jours dans une ville, que tu as un peu un programme défini, parfois prendre le temps de se dire, allez, je vais m'arrêter une demi-heure, une heure à un endroit pour espérer prendre une photo, c'est une prise de risque. Parce que derrière, c'est que tu vas être en retard, donc vraiment, c'est un peu parfois d'oser se dire, est-ce que l'endroit mérite une photo? Et si à partir du moment où on se dit, ok, je vais prendre le temps de m'arrêter, de prendre le temps pour la photo, le lieu mérite une photo, à partir de là, il faut vraiment être dans une zone, avoir le regard prêt, presque un peu imaginer la photo. C'est moi dans mes photos, j'aime bien avoir des fois une seule personne au milieu de l'image, et donc des fois même avec parfois des habits qui ont une couleur ou des motifs qui ont la même thématique que le bâtiment. Et après, il faut se dire, voilà, c'est l'attente, être patient, avoir son regard prêt. Et encore une fois, également dans mon travail de photo de rue, il y a quasiment jamais, voire jamais de mise en scène. Donc c'est ce challenge, vraiment dans la rue, de pas avoir de mise en scène, de jamais interférer sur les passants, être presque invisible. Et finalement, photographier une situation où la personne prise en photo ne va même pas se rendre compte qu'elle est photographiée. Et donc aussi le travail de l'attente qui au final parfois est
est plus bénéfique que parfois prendre des photos à la volée. Mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, parce que tu parles de ça en street photographie, mais en vrai, c'est valable partout. Tu fais de la photo d'un événement, tu as tendance à vouloir tout prendre en photo parce que ton client, il va attendre un truc assez complet. Et des fois, s'arrêter 5 minutes, 10 minutes sur quelque chose, dans un mariage en pleine église, te focaliser 5 minutes sur des enfants qui jouent, par exemple. Enfin, tu peux les prendre à la volée, tu auras une photo mignonne d'enfants qui jouent. Tu peux prendre le temps de les cadrer correctement, d'attendre que tout soit aligné, d'attendre que les expressions soient là. C'est la même chose quand tu as des gens qui rigolent. Tu vois, par exemple, quand tu veux choper une émotion, c'est jamais tu lèves l'appareil et paf, t'as l'alarme, tu vois, au bon endroit, t'as cadré parfaitement et tout. T'es obligé de prendre ton temps pour le faire. Donc ça se retrouve dans tout, en fait, ça. Tout à fait. Et je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Julien, mais moi, en général, dans mon travail, quand je m'arrête sur un endroit, en général, la première photo, c'est la photo la plus ratée, Ouais. et c'est la dernière photo qui est, entre guillemets, la bonne photo. Moi, c'est une des Parce que dernières, mais finalement, ouais, c'est toujours pareil. tu prends tellement de photos, au bout d'un moment, ton œil travaille, dire, ah, si je me décalais de 30 centimètres, et tu vas avoir une gymnastique mentale et physique, tu vas ralentir un peu ton corps, et en général, plus tu vas prendre le temps de faire une photo, plus tâtonnement photo après photo, tu vas te rapprocher un peu de ton idéal. Mais Effectivement, prendre le c'est temps. juste de ralentir, prendre le temps de faire les choses. Des fois, tu as l'impression que tu n'as pas le temps. Tu es dans une mairie, tu as l'impression que tu as un quart d'heure et que tu n'as pas le temps de faire les choses proprement. Et en fait, des fois, il vaut peut-être mieux s'arrêter, prendre 1 minute pour faire correctement ta photo, qu'elle soit bien droite, qu'elle soit bien nickel, que de vouloir à tout prix mitrailler, en faire 55 en disant, bon, sur le tas, il y en aura bien une qui sera bonne. Effectivement, il y en aura bien une qui sera exploitable, mais est-ce qu'elle sera bonne? C'est la grande question. Ouais. La grande C'est la question de la parce photo. qu'on confond exploitable et bonne, en fait. Surtout quand on Tout doit à rendre fait. un job. Une photo exploitable, ça va être une photo qui va être, on va dire, techniquement nette, mais une bonne photo, c'est une photo qui va avoir du sens. Et effectivement, des fois, on a juste tendance à se concentrer sur la mise au point et la composition, mais je pense qu'effectivement, des fois, il faut aller un peu plus loin et, comme je dis, des fois, se freiner un peu, Ouais. prendre entre guillemets moins de photos, mais prendre des photos qui nous vont nous faire plaisir. Ouais. Et pas forcément des photos un peu traditionnelles, mais même quand on a une commande pour un client, même si souvent dans les commandes pour des clients, il y a un côté un peu très corporate, un peu froid de l'image, Ouais. des fois pas avoir tendance à sortir de sa zone de confort, se dire aussi que le client, si le client nous a choisi nous et pas un autre, c'est qu'il a aussi il apprécie notre direction artistique et notre style photographique. Des fois pas hésiter à mettre un peu de son ADN dans ses photos, quoi, même des photos pour les clients, quoi. On va juste revenir sur le mouvement parce que j'avais quelques questions dessus. Tu as bien expliqué un petit peu plus tôt comment on transmet le sens du mouvement dans une photo. Toi, tu le transmets beaucoup par le flou. Tu as une belle utilisation du flou justement dans ton travail. On en a parlé avec cette photo du marathon, qui est un projet à long terme, cette photo du marathon. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans ton travail. Ça, je voulais l'évoquer aussi parce qu'on a parlé de ça. La photo de marathon, j'ai commencé en 2016. D'ailleurs, au départ, c'était presque entre guillemets une erreur, c'est que j'avais jamais entendu parler de personnes qui prenaient en photo le marathon en pose longue. Au début, j'avais ramené mon appareil, quand même le trépied au cas où le filtre ND, mais sans vraiment réellement de savoir pourquoi j'ai pris le trépied. Au début, j'ai pris en photo les marathoniens à main levée, de façon traditionnelle, et je voyais tous les photographes à côté de moi qui prenaient les mêmes photos que moi. Je me suis dit, mais quel est l'intérêt, quel est le sens de prendre une photo que tout le monde va prendre? Ouais. Et c'est un peu le scène dans la photo de se dire comment pouvoir se démarquer des autres. Et là, je me suis dit, j'ai un trépied. Je sais pas ce que ça peut faire. Pourquoi pas tenter? Donc, au début, c'est un peu des fois que je dis comme en cuisine, ou des fois, les recettes de cuisine les plus connues sont au départ des erreurs de cuisson ou des choses qui sont tombées. Ouais. Et donc, j'ai pris mon trépied, mon filtre ND, une pose longue. Et quand j'ai mis mon œil dans le thon, au début, j'arrivais pas à y croire, quoi. T'as cette marée humaine qui est complètement folle. Et j'ai pris conscience qu'il y avait un côté magique. Et donc, au départ, c'était un peu une erreur et quelque chose d'un peu, entre guillemets, involontaire. Et maintenant, tous les ans, pour tous les marathons et à Paris, je le fais quasiment tous les ans, en sachant que même si je vais pas forcément dévoiler toute la technique, avec les années, j'ai essayé un peu développer la technique pour vraiment que le rendu soit optimal. Mais notamment, il y a des questions de météo, c'est-à-dire que si le temps est gris, ça marchera pas. Il faut qu'il y ait vraiment un ciel très bleu. Ouais. Et pareil, s'il y a trop de lumière, si la lumière est trop forte, ça va pas non plus rendre très bien. Il y a aussi des questions d'angle de prise de vue, de contre-jour. Donc, il y a pas mal de choses pour avoir un bon rendu. Et effectivement, pour l'instant, je l'ai fait que à Paris, mais c'est un projet sur le long terme. Donc, une fois, moi, quand j'aime bien avoir des projets pas forcément terminés. Toujours, ça veut dire qu'un projet photo, il n'a pas forcément de finalité, mais qui peut toujours être continué sur le long terme. Et donc, pour l'instant, je l'ai fait que à Paris. J'irais bien après, le rêve, c'est de pouvoir le faire pour les marathons, marathon de Tokyo, marathon de New York, Los Angeles, New York, Londres, à pouvoir développer un peu le concept dans d'autres villes. Ouais. Ça va demander du boulot.
parce qu'il va falloir déjà aller sur place, avoir les bonnes météos, que typiquement mon marathon de Londres, s'il fait gris, ce sera impossible de faire les photos, avoir les bons angles de prise de vue. Un marathon, ça dure, on va dire 5-6 heures. Il faut avoir le temps d'aller sur tous les points. Donc, c'est un projet sur le long terme. C'est un de mes rêves dans ma carrière. C'est un des grands rêves de ma carrière de pouvoir développer ce projet de marathon dans le monde entier. Donc, on verra bien comment ça se développe. Écoute, c'est chouette. En tout cas, c'est un beau projet. Quand tu fais du flou, c'est quasi tout le temps du flou de bouger. Est-ce que tu dois expérimenter d'autres formes de flou à l'avenir? C'est une bonne question, effectivement. C'est que jusqu'à maintenant, j'ai quasiment toujours travaillé le flou de bouger. Donc, soit sur trépied en pose longue, ou alors à main levée, notamment pour photographier par exemple, des voitures, des personnes en mouvement avec un effet de panning. Mais effectivement, la question du flou de mise au point, je l'ai pas encore forcément abordée. Moi, j'avoue, je suis quelqu'un qui en général aime bien la netteté. Ça veut dire, il y a deux écoles. Je parle pas que du flou de mise au point, hein. Ça peut être toi qui bouges aussi, tu vois. Quand je dis flou de bouger, c'est le flou du mouvement de ton sujet, mais toi aussi, tu peux bouger et faire intentionnellement. Parmi mes photos préférées, il y en a qui sont comme ça, où c'est parmi les plus belles parce que ça suggère juste, tu vois, une silhouette ou quelque chose. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? Effectivement. Mais tiens, maintenant qu'on en parle, je repense à un projet qu'on a eu en 2e année en école de photo, qui était un projet vraiment un challenge qu'on devait représenter à travers 5 photos les 5 sens du corps humain, donc l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe, et on devait représenter donc les sens du corps humain, mais de façon abstraite. On ne devait pas prendre en photo une main pour le toucher ou un nez pour l'odorat. Et on devait en fait, à partir de notre thème de prédilection, donc pour moi qui était la photo urbaine, représenter les sens du corps humain. Et notamment quand est arrivée la question de l'ouïe, comment représenter l'ouïe en photo de rue sans prendre en photo les oreilles en gros plan. Ce que j'ai fait, c'est parti du principe d'une onde. Quand on parle, finalement, c'est des ondes et des fréquences. Et en fait, j'ai pris en photo quelqu'un en train de marcher, où j'ai fait exprès de faire trembler l'appareil. Et un mouvement de tremblement pour reproduire comme un peu des ondes radio. Effectivement, c'est que même si dans mon travail, je pratique très peu la photo de flou par mon propre bouger, parce que j'aime bien quelque chose de très net, effectivement, c'est des éléments que je pourrais réfléchir à l'avenir. Pour l'instant, je l'ai pas encore forcément expérimenté, mais c'est des idées là, ça me donne des idées pour des futurs projets. Ça illustre bien l'intérêt des écoles photo, tu vois. C'est très marrant. Moi, quand tu me donnes des exercices comme ça m'explose la tête. C'est pas un truc qui me donne envie. Et en fait, tu dis ça, représenter Louis. Je me rends compte que quand je photographie le côté DJ d'une soirée, que je veux justement illustrer le côté musical de ça, je vais photographier la table de mixage. C'est toujours des petits points lumineux. En fait, je vais faire bouger l'appareil de manière à dessiner des petites notes de musique avec les points lumineux. Et je me rends compte que j'ai fait exactement ce que tu as fait. Mais, on est sur la même longueur d'onde. Non, mais c'est rigolo parce que moi, je l'ai fait inconsciemment. Tu vois, tu m'aurais donné l'exercice, ça m'aurait saoulé et j'aurais pas aimé le faire. Mais en fait, je me rends compte que je le fais spontanément. Donc finalement, faut peut-être que je me bouge un petit peu plus le cul. C'est qu'on avait eu beaucoup de thèmes dingues. Pour te donner un autre thème qu'on avait eu, qui je pense c'est un thème infernal, on avait des cours de laboratoire. Donc à la fois, on faisait la prise de vue argentique et du développement. On développait nous-mêmes nos photos en noir et blanc. Et on avait un thème qui était une pellicule, 36 poses, 36 thèmes. On avait une feuille avec donc 36 thèmes différents, hyper strict. C'était pas juste par exemple photo de rue, non, c'était pas un peu photo de portrait avec tel type d'ambiance, tel type de lumière. On devait même faire des photos en sténopé, on devait faire de la photo de portrait, la photo d'architecture, la photo en macro, la photo de mise en scène. Enfin, sur une seule pellicule, on avait des thèmes qui n'avaient rien à voir. Et en fait, on avait le droit qu'il y a une seule photo par thème. Et en fait, les thèmes ne s'enchaînaient pas autologiquement. C'est qu'on pouvait avoir un thème portrait et après un thème photo en pose longue. Et en fait, on n'avait pas le droit à l'erreur, on avait le droit qu'à une seule photo par thème. Et pour chaque photo ratée, donc chaque photo soit hors sujet ou pas dans le bon ordre ou même voilée, on avait un point en moins. Et donc, c'est des sujets où tu as une contrainte qui est tellement énorme. C'est là que tu te dis, il faut vraiment prendre son temps. Et tu vois, même par exemple, nous, durant la première année, durant tout le long du premier semestre, on a travaillé uniquement en argentique à la chambre et au Hasselblad en studio. Et on avait des cours qui duraient 5 heures. On avait 5 heures de studio. Et durant les 5 heures, on a le droit qu'à prendre 2 photos. 2 photos en 5 heures. Et c'est l'éloge de la lenteur. Et c'est pour ça, notamment, je pense aussi pour les gens qui débutent en photo, je pense que commencer avec un appareil, notamment un appareil argentique,
que les appareils argentiques, il y en a à 40-50 euros. Ça peut être très bien pour commencer, vu comment on apprend à travailler la composition, à prendre le temps et à faire moins d'images et des images T'as pas dans le choix. lesquelles on est beaucoup plus abouti. Ouais. Moi, je fais de l'argentique en ce moment pour ça, parce que je me rends compte que je reviens d'un événement, j'ai 15 000 photos et c'est un peu compliqué. Si on continue sur ta manière de travailler, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans tes photos, enfin c'est ce qu'on voit en premier, je pense que quiconque va voir ton portfolio va se rendre compte de ça, c'est la symétrie. Qui est quelque chose, moi, qui me parle de plus en plus. Ça me parle beaucoup depuis l'épisode de Patrick Lombard et depuis un workshop que j'ai fait avec Annie Gozard, donc, qui est aussi passé dans le podcast. Je vous mettrai les liens des épisodes dans les notes d'épisode, où de plus en plus, en fait, je considère qu'une bonne photo a des lignes bien droites et, enfin, c'est pas des photos penchées. Mais voilà, il y a pas de truc. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote rigolote à raconter. Hier, j'ai photographié une bat mitzvah, donc c'est la bar mitzvah pour les filles. Et c'est des gens que je connais, mes clients. Et donc, comme à chaque fois que je travaille pour quelqu'un que je connais, ou je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde que je connais dans l'événement, j'ai une petite angoisse la veille et avant le démarrage. Et là, j'ai fait un cauchemar où j'arrivais pas à faire les photos droites. Dans mon cauchemar, j'avais beau essayer, je n'avais aucun moyen d'arriver à faire des photos droites. Donc, tu vois, on tombe pile dans ce thème-là. Et pour l'anecdote, j'avais eu cette discussion, je crois que c'était avec Sébastien Roignan, quand on disait quand tu penses à quelque chose, l'univers te répond. Que tu le veuilles ou pas, le fait que tu le penses, l'univers va penser que c'est ce que tu attends et te répond. Et donc je suis arrivé à cette bat mitzvah, il y avait 2 vidéastes, et en rigolant, je leur ai dit, putain, j'ai fait un cauchemar hier, j'arrivais pas à faire une photo droite, c'était terrible. Et les 2 se marrent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'événement, je les avais toujours dans mon chemin. Et j'ai galéré toute la journée, enfin tout l'événement, à faire des photos droites. Et en fait, tu vois, c'est retombé. Je voulais juste raconter cette anecdote-là parce que ça permet de parler de l'importance d'avoir des photos symétriques, droites, propres, carrées, nickel. Mais aussi de pas se savonner la planche soi-même en anticipant qu'on va galérer, parce que souvent c'est ce qui se passe derrière, simplement parce qu'on l'a pas appelé de ses voeux, mais comme on y a pensé, l'univers a pensé qu'on l'a appelé de ses voeux, et puis il me l'a bien enfoncé dans la tronche, et je m'en suis sorti, mais franchement, ça a été sport. Je te passe la parole sur la symétrie, sur le côté très graphique, quasi obsessionnel de la façon dont tu fais des photos. Alors déjà, Julien, pour te rassurer, ça m'arrive toujours. Ouais. Je crois, j'ai pas fait un shooting où j'ai réussi à faire des photos toujours droites. J'ai beau avoir à la fois le niveau intégré à l'appareil, plus un niveau à bulle sur l'appareil, qui est un peu mon symbole, un peu porte-bonheur iconique. Les gens me connaissent aussi pour ça, ils me reconnaissent pour ça, que je mets toujours un niveau à bulle sur mon appareil. Ouais. Si on a beau traiter des appareils numériques qui ont des niveaux intégrés, il y a toujours ce petit niveau que j'avais trouvé dans la fameuse boutique B&H de Manhattan, boutique boutique de la photographie, c'est toujours un petit niveau à bulle. Et malgré ça, il y a toujours des photos qui sont pas forcément toujours droites. Donc effectivement, ce problème, t'inquiète, je pense que je l'ai, je pense qu'on l'a toujours. Il y a droit et droit, c'est-à-dire il y a droit un tout petit peu alors que tu es au bon endroit, et il y a droit où tu n'arriveras jamais à te mettre au bon endroit, et ce sera irrattrapable quoi que tu fasses. Tout à fait. Surtout pour moi, dans mon travail, je travaillais beaucoup au très grand angle, voire au très très grand angle. C'est-à-dire que ma focale de prédilection, c'est donc le 16-35 f2.8. Et un 16-35, au début, on peut tendance à penser que c'est une optique que pour l'architecture, une optique pas très polyvalente, mais c'est une optique que j'utilise pour tout. Ouais. Dans mon travail, je le fais à la fois pour la photo de rue, pour l'architecture, pour l'événementiel, la photo de sport. Donc, moi, j'adore travailler au grand angle, et même pour des domaines qui, a priori, ne collent pas avec le grand angle. Ouais. Parce que souvent, quand on pense grand angle, on pense uniquement bâtiment, ce qui est entre guillemets vrai. Mais moi, j'adore le grand angle pour tout. Donc, je travaille quasiment, enfin, même je travaille jamais au 24-70. Je travaille toujours au 16-35, plus souvent un 55 mm et un 70-200 Mais j'aime bien avoir ce côté très grand angle, même des fois pour mes projets de bâtiment, je travaille au 12-24. Ouais. Donc quand tu es au 12 mm, tu es tellement large que si tu fais la moindre erreur de décalage des perspectives, ta photo va tout de suite être complètement tordue. Donc vraiment, quand tu travailles au très grand angle, tu vas vraiment te forcer à avoir les lignes vraiment parallèles, à avoir les bonnes perspectives. Et pareil, si je vais sur un lieu, souvent la première photo va être complètement tordue, ça va être une honte, et je vais devoir prendre un peu le temps pour bien me mettre droit, faire la composition. Donc ça prend quand même du temps. Et effectivement, le travail de symétrie, moi dans mon travail, j'adore notamment un côté, on va dire, très urbain et contemporain. C'est-à-dire que moi, j'adore la netteté.
Je suis vraiment un fan de l'honnêteté. J'adore avoir des fichiers très définis, parfaitement nets. Quand je prends un bâtiment en photo, j'adore que il est vraiment l'hyperfocal, que vraiment tout le champ de la prise de vue soit le plus net possible. Et vraiment un côté un peu droit, parce que je trouve qu'à travers ces photos très symétriques, très verticales, très nettes, je peux donner au spectateur et je peux donner dans la photo l'impression d'un bâtiment presque déshumanisé, très froid, très strict. Et moi, j'adore dans mon travail donner ce regard sur la ville. C'est-à-dire que moi, j'ai un regard sur la ville d'un côté presque dystopique, où la ville a ce côté dominateur avec des bâtiments très froids, très stricts, vraiment les blocs de béton complètement angoissants, presque côté glauque, le côté presque prison à ciel ouvert. Et donc pour donner cette impression d'une ville presque prison qui domine ses habitants, j'adore vraiment ce côté, cette notion de verticalité. Et pour revenir par exemple sur mon projet Face to Face, où en fait c'est des photos urbaines verticales avec des bâtiments donc avec des perspectives complètement droites et parallèles, où on a toujours une présence humaine avec une seule personne, un seul unique personnage qui vraiment est écrasé par le bâtiment, qui est tout petit dans une composition où le bâtiment est immense, où vraiment le bâtiment est le sujet principal. Il va vraiment prendre l'ensemble du cadre. C'est vraiment cette ville qui domine, qui impose ce regard sur l'humain qui paraît complètement écrasé et presque apeuré. Et j'adore donner cette impression là d'une ville qui presque nous contrôle et dans laquelle on est presque enfermé. Mais c'est dans la réalité, moi j'ai toujours été parisien et j'adore habiter en ville. J'aime bien donner ce regard dystopique et un peu critique sur la ville. Runner. Tout à fait. Comment est-ce que tu repères ce que tu vas photographier? C'est quoi qui va attirer et diriger ton œil? Alors déjà, c'est que le mot que tu emploies, le mot repérage, dans mon travail, il est devenu essentiel. C'est-à-dire, il y a encore 4 ans, donc avant 2019, je travaillais, on va dire, un peu à l'instinct. C'est-à-dire, notamment quand j'allais en reportage, je repérais pas vraiment les lieux. Alors, je savais un peu les lieux un peu iconiques de la ville ou du pays, mais j'allais un peu en mode freestyle. J'avais une idée de ce que je voulais prendre en photo, mais j'avais pas vraiment ni de projet défini, ni vraiment de thème défini. Et depuis un projet en avril 2019, réalisé à Singapour, que j'ai appelé Dédale. Dédale, c'est un projet qui a été fondateur à plusieurs points de vue, et notamment par rapport à la notion de repérage. C'est mon premier projet où quasiment tous les lieux que j'ai photographiés, je les ai repérés en amont. Et c'était un énorme travail sur Google Maps, Google Earth. Vraiment, c'est mes meilleurs amis Google Maps. J'adore, c'est pas toi si tu fais ça, mais j'adore mettre des points, des favoris, repérer les lieux. Et ce que j'ai fait, donc plusieurs mois avant le départ, j'ai passé des nuits blanches entières à survoler les bâtiments de la ville, à mettre les vues en 3D pour trouver un peu des toits, des spots, des bâtiments, des lieux un peu atypiques, que souvent quand on fait juste que lire les guides de voyage, on a vraiment les lieux touristiques, le centre-ville. Et là, t'as plein de gens qui ont l'appareil photo dans le même axe qui refont la photo du guide, quoi. C'est ça. On n'a jamais les lieux un peu atypiques. Et là, à Singapour, Singapour, c'est une ville que j'adore. Je pense si on aime l'architecture, c'est le paradis. J'ai jamais été dans une ville où à la fois les gens étaient autant accueillants, c'est-à-dire que le regard des habitants sur l'appareil photo est hyper bienveillant, il est très neutre. Ça t'as beau avoir un appareil photo, les gens vont ils vont s'en ficher, quoi. C'est pas parce que t'as une caméra que les gens vont mal te regarder. Et c'est un endroit où notamment j'étais étonné, j'ai pu rentrer dans les immeubles. J'ai fait un projet donc sur les bâtiments. J'ai fait 2 projets, à la fois un projet qui s'appelle Dédale sur vraiment des bâtiments en noir et blanc au très grand angle hyper imposant, travailler vraiment les lignes, la géométrie des lieux, travailler le noir et blanc, des bâtiments presque comme si c'était de la peinture abstraite avec des grandes lignes directrices, des bâtiments complètement utopiques où il n'y a aucune présence humaine. Et un autre projet qui s'appelle le Singapop BLK, qui est sur les HLM de Singapour, où en fait j'avais repéré à l'avance des dizaines de HLM en banlieue. Et en fait je me rendais dans les HLM, qui à Singapour, en fait tous les HLM quasiment ont les mêmes plans, c'est-à-dire quasiment tous les HLM ont la même forme, la même hauteur, enfin c'est les mêmes bâtiments, mais ils ont un thème couleur spécifique. Et t'as des bâtiments très colorés et chaque bâtiment a des couleurs différentes. Et je me rendais dans les bâtiments. Et déjà, ce qui est là-bas, en fait, Singapour, c'est une ville qui est tellement sécurisée, t'as tellement des caméras partout, tout est tellement contrôlé. On a un peu parlé à côté Blade Runner. En fait, c'est tellement sécurisé qu'ils font, entre guillemets, confiance à tout le monde. Et donc, je pouvais rentrer dans les bâtiments, c'est-à-dire que dans les bâtiments, t'avais pas de digicode, t'avais pas de clé. J'arrivais le matin, j'arrivais sur le palier des immeubles des gens, je prenais des photos de l'immeuble d'en face depuis les immeubles. T'avais des gars qui se brossaient les dents sur le palier, qui allaient au boulot, et ils me regardaient un peu l'air en mode, c'est un touriste, c'est normal.
Comme c'était en banlieue, il y avait personne, il y avait aucun touriste, il y avait j'étais tout seul à faire les photos. Et les gens me regardaient, c'était un côté un peu extraordinaire, d'un peu tout seul dans ces banlieues où aucun touriste ne vient jamais et où les gens te laissaient faire des photos. Et vraiment le travail de repérage, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de place au hasard. Quasiment tous les lieux que je prenais en photo, je les avais déjà repérés à l'avance. Donc entre guillemets, je connaissais les lieux à l'avance. Ouais. Donc j'avais moins la notion de découverte. Et en même temps, comme j'ai pu prendre les images que je voulais, il y avait ce plaisir d'avoir imaginé des photos et de pouvoir réaliser concrètement les images que j'avais rêvées. Et vraiment ce travail de repérage où maintenant je laisse beaucoup plus de place vraiment. Pour moi, maintenant l'inconnu et le côté hasard est beaucoup moins présent. Mais j'aime bien quadriller les projets, avoir des Google Maps où sur mon téléphone j'ai des dizaines de lieux repérés. Et vraiment avoir des photos où je repère les lieux, je repère l'horaire, même des applications pour avoir la bonne orientation du soleil, pour avoir la lumière dans le bon axe, pas être en contre-jour. Vraiment des photos un peu calées à l'avance, quoi. C'est marrant parce que moi je fais un petit peu comme toi, mais j'ai quand même une part de hasard beaucoup plus forte, dans le sens où quand je repère un endroit en passant devant, je le note et après je le prépare. Mais par contre, j'ai toujours vu en amont, c'est-à-dire je vais passer à un endroit, il y a un escalier, je vais me rendre compte que le soleil à un moment il va passer au bon endroit ou quoi, et je vais retourner à cet endroit-là à la bonne heure. Mais par contre, ouais, j'ai un petit Mapster où je note tout et il commence à être bien fourni. D'ailleurs, quand j'ai des photos de mariés à faire ou des trucs comme ça, j'ai un Mapster où j'ai plein d'endroits. Je regarde ce qu'il y a autour de moi que j'ai noté. Et c'est des trucs que tu as oubliés parce que des fois, tu es passé 2 ans avant et tu n'as pas eu l'occasion. Et tout d'un coup, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un mariage à côté de République. Et en fait, en gros, on avait 15 minutes pour faire les photos. J'avais repéré 2 ans avant un escalier que je trouvais sympa. On a été là-bas faire des photos, tu vois, mais ça reste de la préparation, mais moi, c'est plus d'être prêt à toute éventualité que de préparer une photo réellement. Effectivement, ça, ce que tu disais, je te rejoins notamment plus sur les photos que je vais faire à Paris. Ce que j'évoquais avant, c'était plus quand je vais partir en voyage, dans des lieux où tu restes 2 semaines, t'as pas trop le temps. Effectivement, à Paris, quand j'ai pas toujours l'appareil, des fois, il y a ce côté un peu frustrant. Tu vois une photo, entre guillemets, tu prends la photo dans la tête. Moi, j'aime beaucoup des fois quand j'ai pas l'appareil avec moi, je fais ce que j'appelle une photo mentale. Ouais. C'est entre guillemets, je fais presque entre guillemets mimer le mouvement de la photo, faire un peu dans ma tête mon cadrage et avoir à la fois le côté un peu frustré de dire la photo entre guillemets elle est devant moi, j'ai pas le matin, je l'ai raté, et à la fois se dire c'est pas grave, tu reviendras, comme tu disais, repérer le lieu, repérer un peu la météo, avoir le bon axe du soleil et revenir à l'instant T. Et des fois t'as des photos dans ta tête. Depuis des années, tu y réfléchis. Moi, par exemple, il y a des lieux à Paris que je n'ai pas encore pris en photo. Ça fait des années que j'y pense. Dans la tête, j'ai un peu une photo idéale. Et quand c'est le bon jour, quand tu y arrives, t'as cette forme de délivrance qui est extraordinaire. De dire, t'as enfin fait la photo que t'attendais, quoi. Mais c'est le truc qu'on voit pas, en fait. C'est derrière toutes les photos réussies, toutes les tentatives d'avant. C'est, moi, ma photo la plus connue de mon portfolio, c'est un couple qui vole devant la tour Moretti. Ce que les gens voient pas de cette image-là, c'est que le jour où on a fait cette photo, on en a fait des centaines, mais que j'étais allé déjà 2 fois avec des couples différents avant d'arriver à faire cette version-là, tu vois. On voit pas on voit pas toute la construction qu'il y a derrière, quoi. Tout à fait. Alors que c'est le plus intéressant. Pour moi, c'est pareil, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et notamment également quand on parle de la photo argentique. Pour moi, notamment, ce que j'adore dans les photos les plus connues des grands photographes, notamment, tu as ça beaucoup dans les musées. Souvent, ils te montrent à la fois la photo que tout le monde connaît, à la fois la planche contact. Ouais, tu as même un livre qui est génial, qui s'appelle Magnum Contact Sheet, qui est un livre qui a été édité par Magnum il y a quelques années. En fait, pour chaque photographe de l'agence Magnum, il va vous montrer la photo la plus connue de ce photographe, et à côté, sur une double page, la planche contact, où tu vois à la fois toutes les photos avant, après faire la réflexion du photographe pour arriver à la photo, les photos qu'il a éliminées. Et souvent, ce qui est même dingue, c'est que des fois, entre guillemets, la plus belle photo, c'est une photo que le photographe n'a pas retenue, et la photo que l'histoire a retenue, c'est une photo parfois plus banale. Et tu te dis, mais pourquoi il a pas pris la photo d'avant ou d'après? Et des fois, c'est génial dans le travail du photographe. Moi, c'est vraiment là qu'on voit comment un photographe travaille. C'est quand on voit donc soit ses planches contact, soit son Lightroom. Mais c'est un peu toi, je pense que si toi tu me demandais que je te montre mon Lightroom, c'est un peu notre jardin secret, tu vois. Ouais. On a un peu chacun notre secret. On n'a pas du tout envie de montrer ses roses, ça c'est sûr. Alors que pourtant c'est le plus intéressant. Et c'est là que ça dit tout d'un photographe. Pour moi, le photographe, c'est sa planche contact, c'est son Lightroom. C'est là où on voit vraiment comment il travaille. Mais ça reste un peu notre jardin secret, voilà. Le jour où tu vas sous-traiter des photos d'un événement à quelqu'un et que c'est toi qui les traites derrière. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ça. C'est-à-dire en récupérant l'ensemble des photos qui ont été faites par le photographe, en les triant moi et en les retouchant moi. Et tu te rends compte du mouvement
de la personne. Moi, j'ai un photographe qui travaille régulièrement pour moi. Quand il fait des photos, il fait toujours 3 photos, mais tu sens le petit décalage, le petit pas de côté en fait en cours dans la photo pour être sûr que sur les 3, il y en a une qui va être correctement alignée. Et moi, ça m'a vachement marqué ça parce que je le faisais pas avant, je le fais maintenant. Mais cette espèce de truc de dire, c'est pas la peine de faire 3 photos exactement du même endroit. Par contre, faire 3 photos légèrement décalées, ça peut apporter quelque chose. Ouais, tout à fait. C'est pas encore une démarche que j'ai eue, mais c'est évidemment, ça va être intéressant parce que, comme tu dis, c'est là qu'on voit vraiment les coulisses du travail, donc ça va être assez intéressant. T'es dans le cerveau du photographe, littéralement, t'es à sa place, t'es dans son œil et tu vois exactement le mouvement qu'il a fait en faisant. C'est assez extraordinaire à faire, je te montrerai après si tu veux, et franchement, c'est assez dingue. Il y a un aspect de ton travail qu'on voit moins au premier abord, qu'on voit en deuxième vision. En fait, au départ, il y a ce côté un peu hypnotique de la symétrie qui attire l'œil. Mais toi, en fait, t'as en plus la couleur derrière ça, qui est extrêmement présente ou extrêmement absente d'ailleurs dans ton travail. C'est un petit peu une alternance des deux, c'est-à-dire ça peut être, quand on prend Face to Face, t'en parlais tout à l'heure, c'est soit très coloré, soit totalement gris. J'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de ça. Tout à fait. Effectivement, la couleur avec moi, c'est une histoire un peu compliquée parce que c'est par période. C'est-à-dire, j'ai eu notamment, quand j'ai commencé à faire les photos, j'ai eu une grosse période où je travaillais quasiment que en noir et blanc. Parce que notamment, je pense quand on débute la photo, le noir et blanc est un formidable outil pour travailler le regard. Parce que finalement, le noir et blanc, c'est avant tout le travail des lignes. Et parfois, la photographie couleur va avoir tendance à être un peu une forme d'artifice qui va, entre guillemets, faire plaisir à l'œil, qui va attirer l'œil, mais où parfois on va avoir tendance à moins se concentrer sur l'essentiel. Et la photo noir et blanc va vraiment m'aider à être focalisé sur la composition, sur les lignes de force. Notamment donc, pour les photos de bâtiments, j'adore travailler en noir et blanc, que ton œil va travailler par ligne. Ton œil va voir les lignes, et c'est là vraiment que tu vas voir l'ADN d'un bâtiment, comment l'architecte a travaillé le bâtiment. Et le noir et blanc, j'adore pour cette notion de venir à l'essentiel et de travailler le regard sur la composition. Mais d'un autre côté, la photographie couleur va aussi apporter cette forme d'énergie, de chaleur pour vraiment rendre compte d'un ADN d'un lieu. Et effectivement, dans mon travail, j'aime bien aller un peu à l'extrême. Ouais. Soit vraiment un peu jouer sur les couleurs, un peu les chatoyer, les travailler. D'ailleurs, j'aime rarement dans mon travail avoir des couleurs qui sont réellement fidèles à la réalité. Ouais. J'aime bien toujours dévier un peu de la réalité, sans jamais non plus aller sur Photoshop pour remplacer les ciels. Enfin, je vais pas non plus aller rajouter un coucher de soleil ou rajouter des oiseaux ou rajouter un flair de coucher de soleil. Mon but, c'est pas ça. Mais mon but dans la couleur, c'est vraiment de faire passer aussi mon regard, ma perception, que je pense aussi la colorimétrie d'un photographe, c'est aussi ce qui le définit. C'est-à-dire quand on voit les couleurs d'un photographe, on se rend compte un peu c'est un peu une carte d'identité du photographe. Et j'aime bien vraiment avoir ce travail très engagé, soit vraiment très quasiment dans le monochrome, alors ce côté très industriel, très métallique, vraiment rendre compte de la froideur de la ville, ou au contraire montrer un peu la folie de la ville, son énergie, et vraiment très sur le côté très pop. Donc effectivement, j'aime bien ne pas avoir d'entre-deux. Mais tu places les lignes au-dessus de tout. Tout à fait, ouais. C'est quand même l'essentiel. Pour revenir à mon projet d'Edal, donc ce sont des photos d'architecture en noir et blanc à Singapour. Là, ce que j'ai fait carrément, c'est comme je travaille en hybride, dans mon viseur électronique, sur le terrain, je travaille en RAW, mais j'ai fait un aperçu JPEG en noir et blanc, ce qui fait que dans mon viseur, je voyais en noir et blanc, même si derrière mes RAW étaient quand même en couleur. Et comme je voyais en noir et blanc, mon œil voyait directement les lignes. Ouais. Alors quand on travaille en couleur, ton œil, par exemple, typiquement, dès que tu vas voir une voiture ou un élément par exemple rouge, ton œil, il va aller le chercher, c'est naturel. Ouais. L'humain est attiré par les couleurs. Alors quand on travaille en noir et blanc, ton œil, il va vraiment se focaliser sur ce qui fait la clé d'une image. C'est vraiment les lignes de force, la dynamique, les compositions, la géométrie. C'est pour ça, notamment pour les bâtiments, j'adore travailler en noir et blanc. Ou en tout cas, dans le viseur, avoir un rendu noir et blanc. Même pourquoi pas après quand même travailler en couleur. Et vraiment pour que le bâtiment vienne te parler et vraiment que l'architecture c'est vraiment ta ligne directrice. Je sais plus où j'avais vu ça, mais j'avais vu quelqu'un qui parlait de ça, un photographe qui disait que son viseur était toujours en noir et blanc, même s'il prenait la photo en RAW derrière, mais dans le viseur c'était toujours une visualisation en noir et blanc parce que ça lui permettait de se concentrer en fait sur la construction de l'image. Il disait la couleur je la vois de toute façon
avec les yeux ouverts, je sais qu'elle est là, même si je la vois pas dans le viseur. Mais par contre, du coup, ça m'oblige à me focaliser sur les lignes et à pas me faire distraire en fait par de la couleur. Et effectivement, au pire des cas, ta couleur elle est pas au bon endroit, mais comme tu as pris ta photo en noir et blanc, elle passe en noir et blanc, c'est réglé. Et puis si la couleur apporte quelque chose, tant mieux quoi. C'est un bonus. Tout à fait. C'est pas mal comme philosophie. Je voudrais qu'on parle d'une image en particulier. C'est une vieille image, tu m'as dit. Oui. Mais elle est affichée chez toi, elle donc remonte. c'est qu'elle a du sens. Ces deux oiseaux à Paris qui sont en train de presque se bécoter avec la Tour Eiffel en arrière-plan. Pourquoi celle-là ? Parce que en ce moment, mon projet, moi en ce moment, c'est le pont Mirabeau qui est juste à côté de chez moi. Et il y a plein d'oiseaux et donc j'essaie de les prendre en photo. Alors effectivement, je suis toujours avec un Fuji X100V qui est un équivalent 35 mm, donc ça facilite pas forcément les choses pour prendre des photos des oiseaux parce que tu peux pas te coller à eux, ils se barrent tout de suite. Mais j'aurais bien aimé que tu nous expliques un petit peu comment elle a été faite, à quelle focale, comment t'as trouvé ça. Est-ce que ça a demandé beaucoup de patience ou est-ce qu'au contraire c'était un coup de bol phénoménal ? Comment ça s'est présenté ? Alors déjà, Julien, en préparant l'interview, tu m'en as parlé. J'étais un peu choqué vu que c'est à la fois une image qui remonte. J'ai dû la prendre peut-être tout début on devait être en février 2015. Ouais. Donc j'étais encore au collège, je crois. Je débutais à peine vraiment à faire de la photo. J'étais même pas encore sur Instagram. Ouais. Moi, je débutais à peine. J'avais à peine reçu mon premier appareil photo, mon premier vrai appareil photo, qui était un Sony Alpha 6000, sur lequel j'avais mis c'est les zooms de kit un peu Ouais. les optiques de kit un peu basiques, genre un truc comme un équivalent 27 200 mm. Ouais. Et je débutais la photo et c'était vraiment une période où vraiment je tâtonnais et juste je marchais un peu dans Paris sans réel but. Et donc je voyais ces mouettes le long des quais de Seine et il y avait cette lumière du coucher de soleil particulièrement forte. Et notamment, je me rappelle, il y avait eu un très fort orage avant. En général, les plus belles lumières sont juste après la pluie. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, quand il a plu, j'adore sortir juste après, et qu'après, t'as une lumière qui est, entre guillemets, lavée. Enfin, Ouais. la lumière est beaucoup plus forte. Et donc, il venait de pleuvoir, et t'avais cette lumière qui passait à travers les plumes, les ailes de ces mouettes. Et il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attente. C'était peut-être l'affaire de quelques dizaines de secondes. Et c'est un peu cette forme de chance du photographe. Parfois, on n'a pas de chance, mais des fois, on a cette chance où on parlait du mythe de, entre guillemets, l'instant décisif. Des fois, t'as quand même un peu ce moment où tous les éléments s'imbriquent. T'as à la fois la bonne lumière, la bonne ambiance, t'es au bon endroit au bon moment. Parce que techniquement, elle est absolument parfaite en vrai. La lumière, elle est parfaite. Elle tape pile sur le côté pour le détourer comme il faut sur un arrière-plan qui est sombre, donc justement on le voit bien, alors que t'aurais été 5 cm plus bas, du coup la photo était complètement foirée parce que la moitié des ailes était sur une partie claire, elle était illisible. Enfin, elle est quasi parfaite en termes de lumière, celle-là. Et je crois que je me rappelle, déjà merci beaucoup Julien, c'est très gentil. Et déjà je me rappelle, je crois qu'à l'époque c'était une période où j'aimais bien en fait avec mes photos avoir une narration. C'est-à-dire qu'ensuite quand je les publiais plus tard sur Instagram, je crois que j'avais un peu inventé une histoire sur la photo pour vous la décrire. Donc on a une mouette sur le quai de Seine qui a le bec et la tête vers le haut. On a une deuxième mouette, les ailes déployées, qui s'avance vers la mouette pour, je pense, en réalité peut-être aller chercher de la nourriture, mais ça fait croire que c'était un peu un couple qui allait s'embrasser. Et en arrière-plan, en haut à gauche, on a une autre mouette qui est en train de s'envoler et qui venait de partir. Et j'ai un peu inventé une histoire comme si c'était un peu une liaison un peu secrète. Et merci beaucoup Julien, c'est très sympa. C'est vrai que c'est une photo, c'est des premières photos que j'ai prises où des fois t'as des images quand tu les prends, ça te fait, je sais pas si ça te le fait toi, mais t'as un peu dans ton corps, t'as une sensation assez extraordinaire que tu dis ok, c'est la photo. Et notamment quand tu pars en reportage, moi je sais quand je pars en voyage, c'est toujours l'obsession de prendre entre guillemets la photo. Souvent, quand tu fais un reportage, n'importe quel projet, tu as une photo ou quelques photos qui se démarquent et qui sont un peu au-dessus du lot et qui vont vraiment définir ton projet et des photos vraiment que tu vas être fier de montrer. Et tu as toujours un peu cette pression quand tu pars en voyage ou en reportage de dire ok, il faut que j'ai la bonne photo. Ouais. Et le moment où tu la prends, c'est presque inconscient. C'est-à-dire que tu le sens à la prise de vue dans ton viseur que c'est la bonne photo. C'est-à-dire que tu as la bonne lumière, c'est un alignement des planètes. Et après, ton esprit et ton corps est tellement détendu, tu dis que c'est bon, j'ai pris la photo. Et derrière,
dans le reste du reportage. C'est pour ça que c'est mieux quand cette photo arrive au début du reportage. T'as moins l'impression de prendre la bonne photo. Tu sais que t'as quelque chose à rendre. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Et je pense que je souhaite à toute personne qui nous écoute d'avoir ce sentiment indescriptible vraiment de prendre une image et de savoir que tout est aligné entre guillemets. La perfection on ne l'atteint jamais, mais en tout cas que c'est une image vraiment où toi tu es pleinement satisfait et où tu sais à la prise de vue que l'image vraiment te plaît, que tu as pris du plaisir à la prendre. Tu seras content de la montrer. C'est un moment qui est extraordinaire, qui arrive relativement rarement. Moi, je sais, ça m'est arrivé de rester presque des fois plus d'1 an sans avoir cette sensation. Et quand après plusieurs mois sans la voir, t'as de nouveau ce feeling, c'est extraordinaire. Et toi, typiquement, malgré sur une image dont j'en ai jamais parlé, c'est ce couple de mouettes, j'en avais jamais parlé avant comme ça en interview. Mais pourtant, je l'ai imprimé. Là, je tourne le regard vers la gauche et je la vois. Je l'ai imprimé en 30 par 30. Elle est sur mon mur dans mon bureau. Donc c'est une image, même si j'en parle jamais, qui quand même m'a marqué, elle est que là, j'ai imprimé. J'ai pas trop mal choisi. Si on parle côté plus business, c'est quoi aujourd'hui ta source de revenus principale ? La grande question, le nerf de la guerre. Déjà, pour expliquer un peu la situation, comme je l'avais évoqué en introduction, ça fait moins d'1 an que je me suis lancé à plein temps dans la photo. C'est-à-dire que mon statut, donc je suis en photographe indépendant, artiste-auteur. Donc je suis en freelance et déjà le challenge, c'est que quand on est freelance, on est son propre patron. Et quand t'as 21 ans, t'as toujours été dans les études, t'as toujours été entouré par les profs, par tes potes. Quand tu te réveilles le matin, que t'es tout seul et t'es là de dire si je me bouge pas, c'est pas les clients qui vont m'appeler, qu'il faut être ton propre patron. C'est un peu une réflexion mentale qui est un peu dure. Et effectivement, là, ça fait, on va dire maintenant 8 mois que je me suis lancé à plein temps. Pour tout vous expliquer, moi, pour l'instant, je vis encore chez mon père, donc j'ai pas encore quitté le nid familial. Cette pression de devoir. C'est ça. Donc encore, pour l'instant, je vis encore chez mon père et honnêtement, j'ai pas encore des revenus qui me permettent de vivre à plein temps. J'ai déjà des revenus, mais qui sont à la fois des revenus qui sont pas stables. C'est-à-dire que je peux y avoir un mois où je vais avoir quasiment aucun shooting et un mois où j'aurais fait déborder. Mais bon, toi aussi, ce côté toujours, je pense même quand t'es un grand photographe, d'avoir des plannings un peu toujours aléatoires où tu sais jamais vraiment où jamais les mois se ressemblent et ton emploi du temps est toujours différent. Et donc pour l'instant, j'ai quand même déjà des revenus. Après, ça vient avec le temps. Pour l'instant, je tâtonne un peu. Faut bien démarrer. 8 mois, c'est rien à l'échelle d'une société. C'est l'enfance, la petite enfance même. C'est ça. Là, vraiment, c'était même pas 1 an. Donc là, je débute. Je commence un peu à me rendre compte un peu de la réalité du marché, même la notion des prix. C'est-à-dire qu'au départ, donner un prix, se vendre, c'est extrêmement dur. Que ce soit pour vendre des tirages d'art ou parce que j'ai à la fois un côté où je fais des expos, je vends des tirages, et à la fois je fais des prestations pour des clients. Rien que se vendre, donner son prix et prendre conscience qu'on a une valeur marchande, c'est extrêmement dur. Oui, puis il faut arriver à s'évaluer correctement aussi. Hein. Je sais pas si toi, Julien, t'as déjà eu ça. Moi, j'ai encore un peu aujourd'hui le phénomène de l'imposteur. Oui. Où t'as l'impression que t'es un imposteur et tu dis mais non, mon travail, je mérite pas de me vendre et mes photos, elles valent rien, quoi. Alors, oui et non. J'ai fait un article dessus sur le blog. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Moi, j'ai moins ce syndrome de l'imposteur pour une raison, c'est que je raisonne en statistiques et en potentiel dans la vie. C'est l'ancien joueur de poker qui parle. Et que donc, je considère pas que mon niveau actuel reflète quoi que ce soit. Et je pense que avec le temps, je vais devenir meilleur parce que c'est la raison d'exister de ce podcast. J'ai toujours pensé que j'allais progresser, indéfiniment, en fait, qu'à chaque fois que je pensais avoir atteint une étape, il y a une autre étape derrière. Je pense que les plus grands photographes, même ceux qui ont 80 ans, et qui ils continuent toujours à apprendre des choses, même si tu as de moins en moins de choses à apprendre, mais il y a toujours des choses à découvrir. Et statistiquement, en fait, je sais, et je pense que tu devrais le savoir, que par le simple fait d'avoir appris la photo, d'avoir appris un peu de technique photo, tu es dans les 5% du trio du panier, et c'est pas compliqué d'arriver dans les 2% dans le monde. Donc la réalité, c'est que j'ai moins ce syndrome-là parce que mécaniquement, je considère qu'il y a quand même malgré tout, même si je suis probablement pas le meilleur, il y a peu de gens qui sont capables de faire ce que je suis capable de faire. Tout à fait. Après, je t'avoue, c'est un phénomène que avec le temps, je l'ai moins. Ouais. Aussi, je prends conscience, quand tu fais un reportage, c'est un budget. C'est que quand tu vas prendre une photo, c'est des budgets à la fois en termes même matériel, le voyage, même le temps. C'est un projet, c'est pas juste de faire des photos, c'est des semaines, des mois. Ouais. Donc maintenant, j'ai aussi conscience que le travail, la notion de temps, qu'il faut valoriser et qu'il faut chiffrer.
Je pense que c'est un phénomène qu'on a toujours un peu au départ. C'est une étape à franchir parce qu'on a tous déjà eu ce syndrome un peu se dévaloriser. Faut prendre conscience, comme tu dis, qu'effectivement, le travail, on a travaillé dur pour ça, qu'on mérite d'être là, et voilà que il faut se mettre en avant et faut pas se dévaloriser. C'est un challenge, c'est très dur, et c'est un travail sur soi qui parfois peut prendre plus ou moins de temps. On est tous passés par là, mais Je vais te dire un truc que moi j'ai compris quand je suis devenu papa. La pression, en fait, l'absence de pression, c'est cool, mais la pression t'oblige à remettre ça en perspective. C'est-à-dire que, bah, tu vois, tu disais, j'ai moins de pression parce que je suis chez mon père et j'ai pas d'impératif de payer le loyer à la fin du mois, de payer. Enfin, en gros, si t'as pas d'argent à la fin du mois, tu manges quand même. Bah, cette pression-là, je te jure que le jour où tu l'as, t'inquiète pas que ça part. Moi, je me rappelle quand je suis devenu papa, parce que j'ai toujours été globalement assez cool, mais il y a un moment en fait où c'était plus que moi qui était concerné, c'était mes enfants, il fallait que je leur donne à bouffer. Donc moi, j'ai pas à manger, ben je mange pas, ça me dérange un peu, mais pas. Je peux survivre, mais en fait, quand t'as un bébé qui attend 3 repas par jour, un toit sur la tête et un petit vélo rouge vif pour s'amuser, en fait, il faut trouver les moyens de lui payer. Et je t'assure que cette pression-là est certainement le truc le plus précieux quand on est indépendant, c'est de se dire, à un moment, il faut aussi bouffer. Ça disparaît avec le temps, parce qu'avec le temps, t'as plus d'inertie. Quand tu passes un palier, tu redescends très rarement en dessous. Donc pareil, tu vois, c'est une histoire de palier. C'est au départ, tu démarres. Moi, pareil, comme tout le monde, au départ, quand je faisais 1200 balles dans le mois, j'étais content, tu vois. Et puis à un moment, c'est devenu 2000, et puis c'est devenu 3000, et puis c'est devenu beaucoup plus. Et puis petit à petit, en fait, t'as des paliers à passer que tu redescends très difficilement, sauf en crise de Covid où effectivement il se passe plus grand-chose. Mais bon, globalement, la pression n'est pas une mauvaise chose en réalité, et l'éviter à tout prix, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. peut-être que tu me réinviteras dans quelques années quand j'aurai le loyer. Les enfants, je sais pas encore, mais peut-être que je changerai d'avis. Je te dirai. Non, mais on aura peut-être la même discussion avant. Mais après, c'est des étapes aussi. Je veux dire, c'est normal. T'as 21 ans, c'est normal d'être dans cette phase-là aussi. Mais je pense que la pression n'est pas une mauvaise chose, en fait. On a tendance Ah oui, c'est important. Je pense qu'il faut s'en mettre un peu. visualiser comme quelque chose à éviter. Si on peut se l'éviter, c'est super. La réalité, c'est que même moi, à 45 ans, j'ai besoin aussi d'avoir des coups de pression. J'en ai encore. C'est pas la même. On n'a pas la même pression tous les deux. Mais ils sont importants, ces coups de pression. Ils sont très importants. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Notamment, moi, je pense que se mettre une pression, donc faut la mesurer, que si tu t'en mets trop, au bout d'un moment, Ouais, pas tenable. aussi, ouais. Si tu t'imposes toi-même une forme de pression, c'est un vrai moteur. Et moi, je sais que j'ai partie de ces personnes qui ont du mal à travailler quand il n'y a pas de pression. C'est-à-dire, j'avoue, j'aime bien un peu faire les choses des fois un peu au dernier moment. C'est un peu mon défaut. Classique. Et j'adore travailler sous la pression. J'adore travailler quand il reste plus beaucoup de temps, un peu d'être sur le fil du rasoir. Ouais. C'est là où vraiment je suis hyper créatif, hyper productif. Léna, je sais qu'elle adore travailler vraiment à l'avance. J'aime bien cette pression, un peu avoir l'horloge qui tourne, les minutes qui passent, le cœur qui vraiment bat. me motiver à fond. Ouais, c'est ça. Ça aide. Si on parle de tes projets photos, je me demandais en fait ce qui décidait de tes projets photos. Est-ce que c'est des opportunités très préparées? Est-ce que ça peut te tomber dessus parce que tu as une idée tout d'un coup et paf, tu pars? Par exemple, si on prend ton site web, tu as pas mal de séries par rapport à des voyages. Est-ce que c'est les voyages qui ont fait l'opportunité de la série, ou est-ce que c'est l'idée de la série qui ont fait le voyage? Tu as fait aussi un projet qui s'appelle 111, 111, 111 ou 111 peut-être? Tu peux dire 1 ou 111, pas forcément. Ouais. Qui m'a rappelé un projet que moi j'ai fait qui s'appelait 1H, 1K, qui était 1 heure, 1 kilomètre. Et c'était quoi le troisième? 1 heure, 1 Alors kilomètre. pour moi, dans mon projet à moi, c'est 1 heure, 1 kilomètre, une fois par jour. Oui, voilà. Que c'était en référence par rapport. C'est un projet que j'ai fait donc durant le deuxième confinement, donc en novembre 2020, où comme on a le droit de sortir qu'1 heure par jour, une fois dans 1 kilomètre, moi j'habite dans le 9e, et en fait je me suis fait un périmètre d'un rayon d'1 kilomètre, et on devait faire un projet pour l'école, pour notamment mettre en sous forme de photographie notre perception du confinement. Et moi je me suis dit, au lieu de rester enfermé chez moi, pourquoi pas continuer à faire de la photo de rue,
mais en étant hyper strict. Ouais. J'avais une montre, je me chronométrais, et je rentrais toujours en moins d'une heure. Ça, souvent, je faisais en sorte des fois, je devais courir pour rentrer en 1 heure. Je sortais jamais des limites du périmètre, et à chaque fois 1 fois par jour. Et donc, c'est un projet où j'ai pris en photo les rues donc, du 9e et de la butte Montmartre la nuit durant le confinement, où t'as ces rues quasiment complètement vides, Ouais. d'un quartier qui est normalement hyper touristique, complètement vide, et notamment travailler sur les lumières de la ville. Et c'est un projet qui m'a permis de remporter le concours organisé par le festival Photo Days, par Leica et par l'Office de tourisme de la ville de Paris, qui était le concours Paris je t'aime la nuit, Ouais. et dont la remise des prix était à la Sorbonne en novembre dernier. Donc j'étais hyper surpris de gagner le prix, parce que voilà, j'étais assez étonné au début quand j'ai vu les autres finalistes. Je me suis dit j'ai pas beaucoup de chance, les autres photographes sont hyper talentueux, ça a pas passé, je suis hors sujet. Je suis content que ce projet ait gagné un prix, j'étais hyper honoré. C'est beau, c'est beau. Du coup, alors on parlait un petit peu de ton travail de photographe. Aujourd'hui, c'est quoi ton activité de photographe professionnel? Alors mon activité, effectivement, comme tu disais, moi j'ai un peu deux profils. D'un côté, effectivement, j'ai le côté très voyage, où comme tu disais, là c'est plus des projets personnels, c'est-à-dire que pour l'instant j'ai pas encore eu beaucoup de voyages où c'est une marque ou un office de tourisme qui m'a payé. En général, les voyages, je tire le budget de ma poche. Ouais. Donc pour l'instant, mais ça aussi intéressant. Donc pour l'instant, il y a d'un côté mon côté photo de rue, architecture, photo de voyage, où là c'est vraiment j'ai un projet en tête, je suis dans une ville précise où c'est entre guillemets des vacances, mais dans la réalité c'est plus un reportage comme si c'était en mode pro, c'est-à-dire que j'y pense comme si j'avais une commande, c'est-à-dire que je pars entre guillemets en vacances et c'est mon propre argent, c'est mon propre projet, mais sur place je suis comme si j'avais un client, comme si j'avais un mood board et que je devais faire un projet de A à Z, donc je suis vraiment en mode photo tous les jours. Là, tu constitues ton avenir, en fait. C'est ça, c'est un peu le challenge de faire ces voyages pour avoir un portfolio et après d'en tirer donc des expos photos, pourquoi pas des bouquins. Bouquins, j'en ai pas encore fait, même si j'ai plusieurs livres qui sont préparés, qui sont entre guillemets prêts à imprimer, mais j'ai Ouais. pas encore franchi le pas d'imprimer, que c'est aussi des gros budgets. Et donc faire des expos photos et vendre des tirages. Donc d'un côté la vente de tirages et de l'autre profil, qui est vraiment le côté photo de commande pour des clients. Où là, pour l'instant, effectivement, comme je tâtonne encore, j'ai pas de domaine précis. C'est-à-dire, je vais faire à la fois des photos qui sont en rapport avec mon univers de base, donc notamment des photos dans le monde de l'immobilier d'entreprise. Ouais. Donc on reste en lien avec l'architecture. Mais aussi d'autres choses, comme par exemple, j'ai beaucoup de photos dans le monde de l'événementiel, donc pour des vernissages d'expositions, pas mal de photos pour des restaurants, de photos culinaires, de la photo sportive. Maintenant, j'ai beaucoup de photos dans le monde de l'ultra-cyclisme. Ouais. C'est des épreuves de cyclisme d'endurance en une étape de plusieurs milliers de kilomètres. D'accord. Donc typiquement, ma première compétition, on avait fait ce qu'on appelle la Race Cross France, Cannes, Le Touquet, 2500 kilomètres. On a notamment fait toutes les Alpes. Et le gars que je suis, qui est un cycliste spécialiste de l'endurance, s'appelle Jean-Luc Pérez, Ouais. qui est vraiment un champion dans le domaine. Je l'accompagne partout maintenant, donc notamment, on a fait le Tour de France cet été. Là, dans un mois, je pars en Italie pour faire une compète qui s'appelle la Race Cross Italie, Ouais. ou dans les Apennins. On fait toute la chaîne des Apennins. Et l'année dernière, il avait fait 800 km en 28 heures. Ouais. Donc sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Donc Ouais, moi, je suis là. Ouais, et là, je suis là à prendre les photos. Et ensuite, le gros projet qui arrive, c'est dans maintenant, ça arrive vite dans maintenant moins de 2 mois. Non, dans un peu plus de 3 mois. C'est au mois de juin. On va faire la Race Cross America, Los Angeles, Washington, 5000 km, Ouais. 12 États américains, une étape. Et donc Jean-Luc Pérez, que je suis maintenant depuis 2 ans, détient déjà le record en duo de l'épreuve. Il a fait donc les 5000 km donc de la Race Cross America en 6 jours et 10 heures. 6 jours et 10 heures pour 5000 km. Mais là, il s'arrête. Là, il va quand même. tenter, il s'arrête genre 1 heure par jour pour faire des pauses. Hein, c'est assez dingue à voir. Et là, il va tenter de faire le record du monde tout en solo. On sera une équipe de 20 personnes. Donc moi, je serai là pour faire les photos, le documentaire et le côté community manager. Et là, il veut faire le record du monde, qui serait de faire les 5000 km en environ 9-10 jours. C'est incroyable. C'est ce que j'adore faire. Donc effectivement, dans mon côté pro, pour l'instant, je n'ai pas de domaine précis. Je fais un peu de tout. On va dire un peu, je prends les opportunités qui se présentent, aussi un peu dans le monde photo de produits, un peu de photos de pub, aussi le monde du rap. J'adore faire des photos sur des clips de rap. C'est un domaine que j'avais découvert au départ grâce à un stage avec le photographe Fifou. Ouais.
Fifou qui est le principal photographe pour les rappeurs en France. D'accord. Au départ, c'était en stage avec lui et je découvrais le monde de la photo de plateau. D'ailleurs, c'est un monde qui est proche de celui d'un photographe que tu as interviewé il n'y a pas longtemps, donc Christophe Brachet. Christophe Brachet, qui est un très bon ami, qui est aussi un collègue dans la team, donc ambassadeur Sony France, qui est d'ailleurs un peu le plus, on va dire, c'est le plus ancien représentant de la team ambassadeur Sony France. Il est dans la team depuis maintenant plus de 12 ans. Et donc le Christophe qui fait la photo de plateau à plein temps. Moi, la photo de plateau, c'est un domaine que je fais de façon plus aléatoire, mais j'adore notamment être sur les clips de rap, faire les photos. Donc, comme on évoquait tout à l'heure, un peu montrer les à côté, les coulisses, les backstage. J'adore faire ça pour faire donc des miniatures de clips, les backstage des shootings d'albums. J'adore faire ça aussi. C'est rigolo, tu dis ça. J'ai repéré il y a pas longtemps une photographe qui s'appelle Maï Lucas. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, ça me dit non, effectivement. Qui a fait des photos du milieu du rap, du hip-hop dans les années 90. Et donc, il en a sorti un livre récemment. Et ces photos-là, c'est très rigolo parce que selon l'endroit où tu te trouves et l'époque à laquelle tu te trouves, 30 ans après, les photos n'ont pas la même valeur. C'est-à-dire à l'époque où elle a fait les photos, c'était un milieu qui décollait, qui était quand même un truc d'initié, où tu pensais pas quand tu photographiais Joey Starr que Joey Starr aujourd'hui ce serait ça, tu vois. Enfin, c'est assez dingue. T'as des gens ultra connus. Il y a Mathieu Kassovitz, je crois qu'il y a Vincent Cassel dans le tas, qui à l'époque. Ah, donc l'époque de la haine. Ouais, c'est l'époque de la haine. Mais je veux dire, à l'époque, c'était pas ça. C'était pas les mêmes personnalités. Elle sort ce livre-là aujourd'hui. Tu te rends compte, en fait, du milieu dans lequel elle a évolué il y a 30 ans de ça maintenant, parce que les années 90, c'était il y a une trentaine d'années. C'est incroyable, en fait, de voir où ça te mène. Hein. Tout à fait. Déjà, des fois, on prend en photo l'histoire sans s'en rendre compte. Ouais. Typiquement, comme tu disais, elle a photographié l'histoire, mais à l'époque, c'était des personnes un peu underground, une culture qui était un peu dévalorisée du grand public, les gens connaissaient pas trop. C'était pas encore les stars qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, des fois dans la photo, je te rejoins par rapport à ça, des fois on prend en photo un événement et on n'a pas conscience que parfois cet événement va devenir historique. Et typiquement, tu as par moment dans le Covid, au départ, quand les gens portaient des masques, je me suis dit je vais jamais faire de la photo de rue durant le Covid. Je vais pas prendre une photo des gens masqués parce que quand on verra les photos dans 10 ans, on se dit mais pourquoi il y avait des masques. Donc au début, je me suis dit tant qu'il y aura le Covid, j'arrête la photo de rue. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais Bertrand, t'es bête. Enfin c'est n'importe quoi ce que tu fais. T'es en train de dire que tu vas arrêter de prendre des photos parce que l'histoire est en marche. Tu dis non, je veux pas photographier le changement. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on prend en photo maintenant, quand on reverra les photos peut-être dans 10 ans, 20 ans, ce sera l'histoire. Maintenant, les photos de Notre-Dame, quand tu prenais une photo de Notre-Dame avant l'incendie, c'était des photos un peu bateau de Notre-Dame. Maintenant, c'est l'histoire. Ouais. Et maintenant, il a pris conscience que, comme on disait un peu tout à l'heure, il faut vivre l'instant présent. Et il faut se dire que les photos qu'on prend aujourd'hui, demain, seront aussi peut-être des témoignages historiques. Il faut toujours vraiment un peu documenter l'instant présent. Et pas remettre au lendemain et pas se dire, je vais attendre. Et moi, au début, je me suis dit que le Covid allait être horrible. Et au final, le Covid, pour moi, peut-être que c'est peut-être le cas également pour toi et pour beaucoup de photographes, ça a été un moteur. Il n'y aurait pas eu le Covid. La moitié des photos que je fais actuellement, je ne les aurais pas faites. Tous mes projets que j'ai fait actuellement, je ne les aurais sans doute pas fait. Personnellement aussi, moi, ça a été la photo jusqu'au Covid, c'était que du boulot. Et pendant le Covid, j'avais pas d'autre choix que de faire des photos perso. Et du coup, ça a libéré pas mal de choses. Mais c'est rigolo, tu vois ce que tu dis, cette façon de voir que tu peux savoir qu'après coup, en fait, que tes photos ont une valeur. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de photos dans des clubs parisiens, les boîtes de nuit, les choses comme ça. Et je regardais à l'époque Fock Cannes. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de lui, mais Fock Cannes, en gros, c'est les grandes heures des bains-douches. Ils faisaient des photos là-bas. Et donc, effectivement, à l'époque, c'était toutes les stars américaines, elles allaient aux bains-douches. C'était l'époque des Guetta. C'était une période extraordinaire. Et c'est vrai que si tu regardes ce que tu fais toi à l'instant T par rapport à ce que lui a fait 20 ans avant, dans un environnement qui était extraordinaire, tu as l'impression que ce que tu fais n'a aucune valeur, n'a aucune importance. Alors qu'en fait, dans 20 ans, peut-être que tu auras photographié l'histoire. Mais tu peux pas juger sur le coup, en fait. Tout à fait, c'est ça qui est... parfois, on n'a pas forcément conscience qu'on est dans l'instant. C'est un peu même parfois l'euphorie d'un shooting. Des fois, c'est bien aussi un peu de relativiser et un peu de prendre conscience de ça. Effectivement, même pour revenir un peu, fin de parenthèse par rapport au Covid, et même pour revenir aussi quand tu évoquais le trépied, moi, il y a un projet qui me tenait vraiment à cœur et que j'ai réalisé donc dans le cadre de mon projet de fin d'études d'école de photo. Un projet que j'ai appelé Remontage. Et Remontage, l'idée, c'était de faire donc du photomontage
dans Paris, en sachant que le photomontage au départ, j'en fais jamais. C'est-à-dire que moi, Photoshop, je l'allume quasiment jamais. Et pour revenir même faire rebondir sur l'intro de cette interview, moi, ce que je me suis dit, c'est pour mon projet de fin d'études, je voulais vraiment avoir des contraintes énormes. Ouais. Et donc, je me suis dit, j'aime pas Photoshop, je vais faire du Photoshop. J'aime pas le photomontage, je vais faire du photomontage. Et parfois, j'ai du mal à être un peu patient et je suis des fois un peu impatient. Et j'ai m'obligé à rester des heures et des heures et des heures comme un piqué à attendre à faire des photos. Et donc, j'ai pris mon trépied, j'ai repéré des lieux à Paris durant le confinement où l'idée, en fait, c'était d'avoir des lieux complètement vides vu que Paris était confiné et de venir avec mon trépied et de rester pendant des heures et des heures sur un même lieu, de revenir plusieurs jours toujours au même endroit avec le même point de vue, la même focale, le même angle de prise de vue et d'avoir dans chaque lieu un thème et donc de rendre compte d'un lieu comme si le lieu était vivant, comme s'il y avait des milliers de personnes dans le lieu, mais au final, le lieu était complètement vide. Et c'est qu'en fait, comme je suis resté des heures et des heures, il y a peut-être une personne à la fois, mais comme je suis venu les replacer, je suis venu les remonter. L'idée de remontage, c'est d'avoir un projet photo où tu as des personnes qui ont toutes le même comportement. Typiquement, j'ai une photo, par exemple, Palais de Tokyo. Donc, le Palais de Tokyo qui est un haut lieu du skate, où je suis venu au Palais de Tokyo. Et pendant des heures et des heures, j'ai pris des milliers de skateurs en train de faire la même figure. Et sur la photo, tu as un photomontage où tu as que des skateurs en suspension. Un peu comme on revenait à la photo de la mouette, où tu as des skateurs les bras en l'air, l'impression qu'ils sont en train de voler, en train de faire un kickflip. Et sur la photo, toutes les personnes présentes font le même mouvement, la même action, le même comportement. Donc c'est un projet où j'ai vraiment voulu, durant le Covid, montrer que les Parisiens, des fois, avaient toujours un peu la même attitude. Et même si on a tendance un peu à penser qu'on est tous différents, au final, dans une société, dans une ville, on agit un peu comme des acteurs, on a un peu tous les mêmes comportements. Et dans mes 8 photos, il y a 8 lieux à Paris. Dans chaque lieu, il y a un comportement de groupe qui est lié au lieu. Par exemple, j'ai une photo à Saint-Sulpice où tu as que des personnes en train de promener leur petit chien. J'ai une photo à la Défense où tu as que des personnes en pause déjeuner et un costard cravate, alors qu'en fait, en réalité, durant le confinement, il y avait personne. Et alors, le côté un peu feury de la Défense, c'est un projet de photomontage où j'ai voulu me mettre une grosse contrainte, un projet durant des heures et des heures, et que c'est un projet où à côté on a dû écrire un mémoire. Donc pendant des mois, j'ai écrit un mémoire sur l'évolution de la street photo. Donc c'était un projet remontage qui me tenait vraiment à cœur pour vraiment faire du montage dans Paris un peu surréaliste. La similitude, tu l'avais en tête avant de le faire ou tu t'en es rendu compte pendant que tu faisais le projet ? Alors en fait, c'est vrai. Effectivement, il y avait des lieux vraiment très marqués. Donc pour le Palais de Tokyo, le skateboard, il y a toujours des skateurs, mais il y a des lieux où c'était plus compliqué. Effectivement, c'était un repérage, notamment pendant peut-être un mois. Je me rendais tous les jours dans plein de lieux pour repérer des lieux avec déjà des lieux où je ferais mettre mon trépied ou des lieux où les bâtiments seraient dans le bon thème, des lieux avec un peu de passage, et effectivement des lieux quand même un peu marqués. Donc il y a quand même beaucoup de repérages. J'ai dû enlever beaucoup de lieux où il n'y avait pas forcément des comportements de groupe. L'idée c'était effectivement donc durant le confinement, via le photomontage, de mettre en relation propre. J'ai aussi une photo devant la Comédie Française, où souvent le week-end, le matin, tu as les joggers qui viennent courir dans le Palais Royal. Donc j'ai un photomontage où tu dois avoir 150 joggers en tenue fluo qui sont en train de courir. Et pour te montrer un peu les données du projet, le projet c'est donc 8 photos, 5 mois de travail, 8000 prises de vue et 950 personnages. Donc 8 photos, 950 personnes et chaque personne est détourée à la main manuellement la tablette graphique et replacer quasiment 1000 personnages manuellement à la main sur Photoshop. C'est un boulot terrifiant, quoi. Ouais, à la fin, t'as des crampes aux doigts, tu fais des nuits blanches, t'as des crampes, t'en as marre, t'as des calques, t'as tellement de calques, tu t'y perds, enfin, c'est, à côté, tu dois écrire le mémoire, tu dois préparer l'oral de fin d'études, imprimer les photos, enfin, c'est du gros boulot. Moi, les études sont loin et ça me manque pas pour tout te dire. Ce côté-là m'a jamais manqué des études. On arrive à la dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Bien gagner ma vie, honnêtement, je dirais encore non. C'est-à-dire que déjà, j'ai des revenus qui sont encore aléatoires. Comme je te l'ai déjà dit, moi, j'ai commencé vraiment ma carrière à plein temps pro il y a même pas un an, donc je débute encore. Ça dépend. Il y a des mois où je vais gagner plusieurs milliers d'euros et avoir des revenus hyper honnêtes, et d'autres mois où je vais avoir des revenus beaucoup plus faibles. Donc pour l'instant, je dirais que les revenus sont aléatoires. Et comme je dis, j'ai encore la chance de vivre chez mon père. Donc pour l'instant, je dirais que la réponse c'est non. Je dirais que c'est un entre-deux. Voilà, je suis un peu dans cette panne un peu floue. Je suis au milieu du pont. J'ai pas encore franchi le pont. C'est une étape à passer. Voilà, ça n'est qu'une étape. C'est ça qu'il faut garder en tête.
On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière? Le pire moment de ma carrière, je pense, alors la réponse va peut-être sembler un peu bateau, mais je pense que comme beaucoup, le début du Covid a été assez dur quand tu as cette forme d'inconnu, où d'un coup, le monde que tu connais s'effondre, et quand tu te retrouves confiné, encore en plus, tu es un photographe urbain, que tu adores courir partout et sortir, tu as une forme de frustration qui est vraiment très dure, et encore plus parce que au départ, en avril 2020, je devais partir à Los Angeles. Je devais partir même voilà, Los Angeles, c'est une ville que j'ai toujours adorée à la fois pour l'architecture, pour la culture liée à Hollywood et aussi parce que je suis un grand fan de basket et des Lakers. Et donc en avril 2020, on devait partir en vacances là-bas, on avait tout réservé, on avait les billets pour le match des Lakers le jour de l'anniversaire. Et en plus, comme j'étais un grand fan de Kobe Bryant, moi, c'est un peu mon grand idole et j'adore sa mentalité. Et qui en plus, Kobe était mort 3 mois plus tôt. Je devais vraiment y aller en mode pèlerinage, donc de ne pas avoir pu faire le pèlerinage, ça m'avait beaucoup marqué. Au début, je me suis dit, ouais, le Covid, ça va être mort pour la photo. Et au final, j'ai rebondi, j'ai pris sur moi à la fois, donc, d'un côté, le côté Covid, comme on en a déjà évoqué, au final, c'était un vrai moteur pour la créativité. Et aussi pour le côté voyage à Los Angeles. Là, à l'heure où on parle, je pars dans 6 jours. Je pars le mercredi 30 mars pour 2 semaines à Los Angeles, au Nouveau-Mexique. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire enfin ce projet photo / pèlerinage et compagnie. Donc voilà, c'est un moment dur, je pense beaucoup, un moment un peu incertain, de gros doutes, de remise en question, mais qu'au final, on prend sur soi et au final, ça s'est arrangé. C'est dans les coups durs qu'on se révèle. C'est quoi, du coup, le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment de ma carrière, pareil, c'est pas évident. Si j'ai le droit un peu à un joker, en avoir 2, je dirais qu'il y en a un qui est arrivé hyper tôt, qui était, je pense, l'un des plus grands rêves dans ma vie, qui était donc d'être ambassadeur pour la marque Sony. C'est-à-dire que c'est une marque depuis tout petit, j'adore leurs produits. Comme tu dis, tous mes appareils étaient des Sony. Et je me rappelle depuis le collège, mon grand rêve, c'était, je me suis dit un jour, peut-être quand j'aurai 30, 40 ans, j'aimerais travailler pour eux. C'était l'opportunité qui s'est présentée hyper vite et que j'ai commencé à travailler avec Sony dès 2017. Donc j'étais même pas encore majeur, j'étais encore mineur et j'étais en terminale, j'avais le bac à préparer. C'était un peu irréel parce que c'était entre guillemets le plus grand rêve de ma carrière et mon plus grand challenge qui se présentait à moi directement. D'un côté, entre guillemets, je trouve que ça arrivait presque trop tôt. Et maintenant, du recul, je me dis que non, c'est pas arrivé trop tôt, que c'est le côté un peu, le timing, il faut profiter de l'instant et que je suis content que ça arrive, parce que c'était un vrai rêve. Les choses qui arrivent, c'est Kylian Mbappé, tu lui demandes pas s'il est content d'avoir gagné la Coupe du Monde à sa première tentative. C'est ça, Kylian Mbappé, quand même dit, me parle pas d'âge. C'était Kylian, me parle pas d'âge. Kylian le dit très bien, Mbappé, il dit, on dit, oh, vous avez 20 ans, vous êtes un génie, l'âge, c'est pas un critère, l'âge, oui, c'est un élément, mais pour moi, il faut voir au-delà simplement de l'âge. Et effectivement, c'était un souvenir énorme. Et après, si tu avais un autre moment un peu fort, je pense que c'est mon projet, comme on l'évoquait, le projet d'Edal à Singapour en 2019, où là, il y a une forme un peu d'extase et de plaisir extrême d'être dans un lieu magnifique, d'avoir des gens hyper accueillants et vraiment de prendre un plaisir immense à chaque déclenchement, à chaque photo. Ça, c'est une très bonne réponse. Ça, c'est une très très bonne réponse parce que tu vois, t'as pris du plaisir à juste faire des photos. C'est ça. Et ça, tu profites, tu te déconnectes un peu, tu lâches un peu le téléphone, tu prends l'appareil, t'es dans un pays complètement inconnu. Voilà, t'as le côté aventure, découverte. Ça veut dire que t'es à ta place. T'as trouvé ta place. Merci Julien. C'est joli. La toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Alors, je pense que je vais te recommander un très bon ami à moi qui s'appelle Augustin Jansem. Augustin, c'est un ami que donc j'ai rencontré dans l'école de photo. On a fait la même école. C'est devenu un très bon pote. On fait plein de projets ensemble, on fait plein de reportages, de voyages ensemble. C'est un gars génial. À la fois humainement, qui est un gars hyper sympa, et aussi d'un point de vue créatif. Il a un regard génial, c'est un gars qui a tout le temps plein d'idées. Son cerveau déborde d'idées, tout le temps, c'est un peu un volcan en ébullition, il a tout le temps plein d'idées. Et il fait beaucoup de photos de mise en scène, donc très loin de ce que je fais. On est un peu, entre guillemets, à l'opposé sur les photos. Lui, c'est vraiment les photos avec plein de photomontages, de la mise en scène, des modèles, en studio, avec des lumières, donc très préparé. Très peu de photos dans la rue, c'est vraiment le côté un peu le yin et le yang, mais c'est un gars génial et il travaille la lumière de façon extraordinaire et je pense qu'il va te parler de la lumière, de la mise en scène, de tout ce travail sur la composition et la photo en studio qui sont vraiment hyper intéressants. On va discuter de la mise en relation en antenne. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon site, donc bertrandbernager.com, là où vraiment je vais avoir vraiment mes projets construits, c'est-à-dire sur Instagram, donc également @bertrandbernager. J'ai plus mettre des photos un peu aléatoires et
plus entre guillemets des photos entre guillemets d'appel. Sur mon site, ça va plus être des projets construits, des photos en horizontal, que sur Instagram, les photos en horizontal, c'est plus compliqué. Donc voilà, d'un côté, mon site bertrandbernager.com pour les projets plus développés, et Instagram pour l'actualité, les stories, les voyages. Et dire bonjour. Et peut-être TikTok, que je suis pas encore sur TikTok, mais maintenant, c'est la nouvelle grande mode. J'hésitais peut-être à lancer TikTok, peut-être pour faire des tutos photos, un peu des photos en mode, par exemple, les backstage des photos, ou un peu un truc en mode voyage. Ouais, Mais pour l'instant, surtout Instagram et le site. Peut-être Quand TikTok. tu seras sur TikTok, je mettrai à jour l'article pour mettre les liens, je les mettrai tous. C'est pas sûr, hein, je sais pas, c'est une idée, on verra. Mais je mettrai en tout cas tout ce qui te concerne dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode, c'était extrêmement intéressant. Bah écoute Julien, c'était un plaisir partagé, merci de m'avoir invité, c'était génial, c'était un échange hyper constructif, hyper intéressant, c'était un plaisir discuter avec toi, c'est toujours un vrai plaisir. Et du coup, comme on est voisins, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller faire des photos ensemble, un de ces quatre. Parce que pour le coup, on s'est pas vu en vrai, on a enregistré à distance parce que c'était plus pratique. Mais il va vraiment falloir qu'on s'organise ça parce que c'était extrêmement intéressant et je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter tous les deux hors épisode de podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini. Ciao, ciao.